Bonsoir à tous et merci d'être venus à cette conférence. Merci Bernard de me permettre de parler de Kubrick, qui est probablement mon cinéaste préféré. Je crois vraiment cette rétrospective, qui est quand même la deuxième, qui est donnée à la Cinémathèque, montre qu'on n'en aura jamais fini avec Kubrick. C'est-à-dire c'est un cinéaste qui est en perpétuellement redécouvert, dont les films finalement ont un statut quand même un peu mythique comme ça, mais on peut les voir à différents âges. Et on redécouvre des choses. Je pense aujourd'hui aussi qu'il il est plus vivant aujourd'hui, je crois, que même encore à l'époque parce que les moyens de diffusion aujourd'hui sont beaucoup plus nombreux. L'Internet l'a récupéré. Enfin, il y a 250 000 vidéos. Alors, on trouve de tout, mais ça montre en tout cas le pouvoir de fascination unique que ces films continuent d'exercer sur un public même encore jeune, qui redécouvre avec vraiment émerveillement certains de ces films. J'ai eu l'occasion de discuter avec des jeunes spectateurs qui comprennent pas forcément tout, mais qui sont vraiment sidérés par la puissance des images. Et je pense que si ce cinéma, si ces films continuent comme ça d'exercer une fascination, c'est pas seulement à cause des images uniques que Kubrick savait créer, mais c'est qu'il y a peut-être quelque chose dans les histoires qu'il racontait, qui sont pour la plupart inspirées de romans. Il y a quelque chose dans la façon dont étaient construites les histoires, dans la façon dont il les racontait, donc le récit à proprement dit. Il y a quelque chose sûrement de mystérieux, d'unique, qui participe justement de cette fascination et comme ça de la puissance de raconteur d'histoire, parce que Kubrick en était un. C'est pas forcément l'étiquette qu'on lui colle comme ça la première. C'est pas forcément ce qu'on appelle un storyteller. C'est pas le terme qui convient. Mais vous avez forcément fait l'expérience. Je voudrais d'abord demander comme ça un petit, parce que c'est impossible de parler de tous les films et de les décortiquer, ce serait très fastidieux pour vous. Enfin, j'en ai choisi surtout 4 qui, moi, me paraissent sur le plan du récit et sur le plan des techniques de narration et sur même le travail cinématographique qui participe de cette narration. Les plus intéressants, c'est 2001 l'Odyssée de l'espace, Barry Lyndon, Shining et Eyes Wide Shut. Je voulais savoir, qui a vu 2001 ? Ouais, d'accord, ça va. Qui a vu Barry Lyndon aussi, Shining et Eyes Wide Shut? D'accord, c'est bon, parce que je vais quand même recontextualiser quand même un petit peu, notamment quand on passera des extraits, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas par cœur les films. Mais c'est quand même bon de voir que vous avez quand même vu tous ces films, parce que c'est essentiellement sur ces 4-là que je rentrerai en profondeur. Donc, vous savez donc que Kubrick a commencé comme photographe, ça vous le savez probablement. Il était photographe déjà à très jeune âge. Il a commencé à 17 ans pour un magazine qui s'appelait Look. Après, il a fait des courts-métrages qui sont, je ne sais pas si vous en avez vu certains. Je crois que la Cinémathèque les projette aussi. Il y en a 3. Ils ne sont pas sur le plan du récit. C'est vraiment extrêmement primitif, puisque c'est un peu une extension des photos qu'il prenait, puisqu'il a choisi quand même de faire 3 courts-métrages sur un boxeur qui s'appelle Day of the Fight, où il suit quand même pendant une journée comme ça, c'est des films très courts qui durent une dizaine de minutes, mais il suit une journée comme ça d'un boxeur avant son combat le soir. Et il en a fait un autre après qui s'appelle Flying Padre, qui raconte l'histoire d'un prêtre du Nouveau-Mexique qui vole de paroisse en paroisse avec son avion, comme ça. Alors vous savez que Kubrick avait une peur noire de l'avion, il prenait jamais l'avion, mais là en tout cas il l'a pris, puisqu'il a fait des plans depuis un petit avion comme ça avec le prêtre. Ça doit être les seules images qu'il a dû tourner lui-même depuis un avion, donc on voit dans ses films, sinon c'est des deuxièmes équipes. C'est vraiment des portraits comme ça de personnages qui sont extrêmement singulier, mais il y a rien de, vous voyez, même après le 3e qu'il a fait, il a fait carrément un film institutionnel qui s'appelle The Seafarers, sur des marins de la marine marchande regroupés en association, alors qui est vraiment un film assez le moins intéressant des 3. Mais dans Day of the Fight, on voit déjà des thèmes, vous voyez, il y a une façon de filmer les combats. Enfin, moi je trouve qu'il y a des plans dans Day of the Fight qui ont sûrement influencé Martin Scorsese pour des plans de Raging Bull, notamment dans le combat entre Cerdan et LaMotta. Il y a des plans en contre-plongée. C'est exactement la même chose quand on connaît Scorsese et quand même sa cinéphilie. Je suis sûr qu'il y a pensé. Mais disons que voilà, c'est impossible en voyant ces 3
petits courts-métrages. Et même après ces 2 premiers longs-métrages, c'est impossible de deviner, de prendre la mesure du cinéaste qui commence. C'est-à-dire, quand vous voyez Orson Welles, bon, quand vous voyez Citizen Kane, il y a déjà, c'est absolument extraordinaire dès le premier film. Kubrick, c'est le contraire, hein, c'est-à-dire qu'il commence très bas, c'est-à-dire avec très peu de moyens. Il fait des films très primitifs. Les 2 premiers, c'est presque du cinéma amateur, mais qui préfigure un petit peu la nouvelle vague. Hein. C'est marrant, Le baiser du tueur, je ne sais pas si certains l'ont vu, mais c'est déjà en 1955, hein, c'est déjà les techniques de la nouvelle vague, tournées caméra à l'épaule dans la rue. Hein. Donc il y a des images de New York qui font beaucoup penser à ce que les Français après ont fait dans les rues de Paris. Sur le plan de la photo, en tout cas, ces 2 premiers films qui sont donc Fear and Desire, la peur et le désir. C'est déjà 2 des thèmes qui seront quand même 2 thèmes majeurs du cinéma de Kubrick. Eyes Wide Shut pourrait presque s'appeler Fear and Desire aussi. Hein. Mais c'est un film, Fear and Desire, je pense qu'on peut décomposer les longs métrages de Kubrick, vous voyez, comme pour un peintre, hein, je crois, on peut décomposer ça en 3 grandes périodes. Hein, c'est-à-dire qu'il y a ces 2 premiers films. Donc, vous voyez, je vais là vous montrer une image de Fear and Desire. Hein. Ça, c'est d'ailleurs, vous voyez que le personnage là qui est sur le radeau là, le premier, c'est le réalisateur Paul Mazursky que vous connaissez peut-être, hein, qui a fait des films comme réalisateur, hein, comme Bob Carroll, Ted et Alice, Une femme libre. Enfin, c'est surtout un cinéaste des années 70, qui a même fait l'acteur dans Carlitos Way. Brian De Palma, il joue un juge au début. Donc c'est un film de guerre qui est très abstrait, dont le scénario a été écrit par un ami de Kubrick qui s'appelle Howard Sackler, mais bon, c'est vraiment vous savez qu'il détestait ce film, il voulait absolument le retirer de la circulation, tellement il voulait même le détruire. Il y a quelques copies qui ont survécu, et après sa mort, elles se sont mises à circuler parce que je pense qu'il ne les aurait pas autorisées de son vivant. C'est quand même pas... même quand on aime Kubrick, on peut admirer quand même la photo, mais c'est quand même pas très intéressant. Je vous en passerai quand même tout à l'heure un extrait, en tout cas du tout début, parce que je voudrais quand même vous montrer à quel point, même dans un film aussi primitif et aussi amateur que Fear and Desire, dès les premières images, on voit quand même des choses qui vont revenir dans tous ces films. Après, vous avez donc ce film qui s'appelle Le baiser du tueur, hein, donc, qui est un film noir, qui dure 1h08, hein, c'est vraiment presque un moyen-métrage, qui pêche énormément aussi sur le plan du scénario. On voit qu'il maîtrise encore pas du tout ça. C'est des scénarios qu'il a écrits lui-même, hein, donc il a reconnu après qu'il n'était pas un scénariste, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pour ça qu'après, il a pris la mesure quand même de ses lacunes, hein, et de son absence de talent pour, proprement dit, inventer des histoires. Il s'est tourné vers des romans. Et à partir du film suivant, hein, qui s'appelle The Killing, l'ultime razzia, et à partir de son association avec le producteur Jimmy Harris, il n'a plus fait qu'adapter des romans jusqu'au dernier, Eyes Wide Shut. Donc, moi, je pense après que donc, si la première période, c'est les 2 premiers longs métrages, après, la deuxième période, ça va donc de Killing, de l'ultime razzia en français, hein, jusqu'à ensuite, là, vous avez donc Les Sentiers de la Gloire aussi, hein, le premier film qu'il a fait avec Kirk Douglas, qui est un film de guerre qui se passe pendant la guerre de 14, hein, qui est un film très connu. Après, vous avez donc Spartacus, qui est son premier, c'est un film qu'il a un peu renié après parce qu'il n'avait aucun pouvoir sur le scénario, il était juste l'employé de Kirk Douglas, qu'il avait engagé pour remplacer Anthony Mann, hein, qu'il avait viré au bout de quelques jours. Et après, donc, il a fait Lolita en Angleterre. Hein. Le film est censé se passer aux États-Unis, mais ça a été tourné en Angleterre, toujours avec Jimmy Harris comme producteur. Et après, il a fait donc ce film Docteur Folamour, hein, que vous connaissez sûrement tous, hein, qui est une sorte de vision extrêmement burlesque d'un épisode apocalyptique, puisque c'est une histoire de bombe atomique, hein, de militaire qui devient fou et qui lance un B-52 vers la Russie. Et voilà, moi je pense que la deuxième période se termine là, même si c'est un film qui déjà quand même montre, moi je pense quand même le génie de Kubrick à l'œuvre. Je pense quand même que ces films-là, donc The Killing jusqu'à Folamour, c'est des films vraiment extrêmement brillants, extrêmement bien mis en scène, qui montrent déjà un bon qualitatif vous vous rendez compte quand même qu'entre Le baiser du tueur et l'ultime razzia, il y a un an, hein, donc il y a quand même une progression extraordinaire, mais ça reste quand même
des films qui ne sont pas si différents des films qu'on faisait à l'époque. C'est-à-dire, on pense par exemple pour The Killing à Asphalt Jungle, Quand la ville dort de John Huston. Pour Lolita, on peut penser à le film de Kazan, hein, avec Carol Baker, Baby Doll. C'est pas vous voyez, c'est pas on sent que c'est un metteur en scène qui est extrêmement brillant, hein, puisque Orson Welles l'avait même déclaré, hein, quand il avait vu The Killing et Les Sentiers de la Gloire, il avait dit que ça lui paraissait être un géant parmi la jeune génération. Mais pour moi, c'est à partir de vraiment l'Odyssée de l'espace que vraiment là, il prend de l'altitude, c'est le cas de le dire, même dans le film. Là, tout d'un coup, ça ne ressemble plus à rien. C'est-à-dire s'il est presque dans un domaine à lui, et jusqu'à Eyes Wide Shut, hein, donc après il y a Orange Mécanique, hein, il y a Barry Lyndon, Shining et Full Metal Jacket et Eyes Wide Shut, même si ce sont des films qui appartiennent à des genres, hein, en tout cas jusqu'à Full Metal Jacket, c'est quand même le film de science-fiction, le film d'anticipation, enfin la dystopie, c'est-à-dire le film de critique sociale dans un pays du futur, hein, c'est Orange Mécanique. Vous avez après le film historique, Barry Lyndon, vous avez le film d'horreur, Shining, le film de guerre à nouveau, Full Metal Jacket. Et c'est quand même des films qui appartiennent à des genres bien précis, mais c'est très différent de ce qu'il a pu faire. Par exemple, Les Sentiers de la Gloire et Full Metal Jacket, c'est assez frappant de comparer les deux, on le fera un petit peu tout à l'heure. De voir vraiment à quel point, par rapport au travail sur le livre de départ, comment il a presque s'est rapproprié certains livres. Alors que, par exemple, le livre de Lionel White, qui a inspiré The Killing, il a gardé la structure. Enfin, pour Les Sentiers de la Gloire, c'est assez proche. Lolita, il a commencé à changer des choses. Mais, vous voyez, après, là, franchement, on va voir que tout d'un coup, à partir de 2001, il a acquis une technique qui va pratiquement réutiliser pour chacun des autres films, quels que soient les co-scénaristes qu'il aura. Il a vraiment évolué. Et Eyes Wide Shut, le dernier, donc la Warner avait essayé de vendre ça comme un thriller érotique, vous savez, qui était un genre très à la mode dans les années 90 avec Basic Instinct et tout ça. Donc j'imagine la tête des spectateurs américains quand ils se sont retrouvés devant le film, parce que c'est absolument pas un thriller érotique, mais ils avaient essayé de le lancer comme ça, et ça a sûrement déçu, parce que la déception est quand même quelque chose qui fait partie de l'accueil qu'ont reçu les films de Kubrick d'une manière générale. La plupart des gens, souvent, étaient déçus la première fois qu'ils voyaient un film, surtout les critiques américains. Et en le revoyant, en revoyant les films, tout d'un coup, les réserves tombaient et on découvrait vraiment qu'il s'agissait de très grands films. Et c'est ça aussi la marque de Kubrick, c'est-à-dire que c'est pas forcément un cinéaste qui se livre, enfin dont les films se livrent immédiatement, hein. Il y a des grands films qui parlent immédiatement au public, et il y en a d'autres qui fascinent par leurs images, comme 2001 par exemple a pu fasciner au moment de sa sortie beaucoup de spectateurs qui n'avaient jamais vu des images pareilles, hein, puis qui avaient l'impression d'être vraiment dans le cosmos, mais qui ne comprenaient pas forcément vraiment où il avait voulu en venir. Et c'est la même chose pour Eyes Wide Shut, qui reste un film très mystérieux, mais qui est un film, enfin j'y reviendrai tout à l'heure, hein, qui est un film inachevé. Je vous en parlerai. Je pense que c'est un film qu'il n'a pas terminé complètement. Donc c'est peut-être aussi les hésitations qu'on peut avoir ou les doutes qu'on peut avoir par rapport à ce film sont peut-être dus à ça. Mais en tout cas, on ne peut pas vraiment l'analyser exactement comme les autres, même si ça reste un film, je trouve, passionnant. Mais voilà, vous avez les trois périodes de l'œuvre de Kubrick, l'œuvre kubrickienne, hein, qui correspondent quand même à chaque fois à des techniques de narration qu'on va étudier ensemble et qui sont tout à fait singulières. C'est-à-dire que comment il choisissait, vous voyez, comment il choisissait des livres, ça, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment un livre lui parlait, ça, il disait c'est impossible d'expliquer ça, c'est comme d'essayer de dire pourquoi vous trouvez qu'une femme est attirante, hein, ça va être très différent suivant les gens, mais il ne pouvait vraiment, quand il choisissait un livre, il fallait que ça l'obsède, et il a vraiment choisi des livres qu'il n'a pas réussi à tourner non plus, hein. Je veux dire, il a des films qui sont restés inachevés, qui sont très célèbres, hein, notamment, bon, il y en a un, c'est pas un roman, hein, c'est La vie de Napoléon. Mais c'est intéressant de voir comment, finalement, tous ces livres et toutes ces œuvres qu'il a essayé de porter à l'écran et qu'il n'a pas réussi à matérialiser, ont quand même percé, existé d'une manière vraiment très particulière dans certains des films qu'il a tournés. C'est-à-dire, ce sera intéressant de voir, on le verra tout à l'heure, comment Barry Lyndon, quelque part,
qui peut apparaître comme l'antithèse de Napoléon. C'est-à-dire, Napoléon, c'est la figure illustre, c'est le personnage historique que tout le monde connaît. Et là, Barry Lyndon, c'est le nobody. C'est-à-dire, c'est le type que l'histoire ne retient pas. C'est un type anonyme, comme ça, qui revient à l'oubli. Mais comment, dans son parcours, il y a du Napoléon en lui, on le verra aussi, et ça, il y a sûrement pensé, parce qu'il a quand même utilisé toutes les recherches qu'il avait faites sur Napoléon pour Barry Lyndon, et vous verrez comment dans le parcours du personnage, il y a des étapes qu'on peut rapprocher de la vie de Napoléon. C'est assez bizarre de dire, mais c'est vrai. Vous allez voir comment aussi dans Barry Lyndon, je vous parlerai d'une séquence en particulier. Il a probablement pensé aussi à la nouvelle de Schnitzler, Rien qu'un rêve, qui existait déjà, enfin, qui a donc inspiré après Eyes Wide Shut. Il y pensait sûrement, comme des scènes de Shining peuvent aussi venir de là. Donc vous voyez, c'était un type qui emmagasinait énormément de livres, qui était un vrai vorace. Il lisait aussi bien des romans il lisait de tout, il se passionné pour tout. Et tout ça, finalement, était stocké, comme dans une sorte de gigantesque ordinateur, et quelque part, ça réapparaissait dans ses films, après, d'une manière extrêmement particulière, qui ne faisait pas forcément partie de la ligne directrice du récit, mais qui participe, en tout cas, au film de manière assez frappante. On le verra ensemble sur quelques exemples précis après. Donc, dans un premier temps, je voudrais juste vous montrer un premier extrait qui est donc c'est les premières images en fait du cinéma de Kubrick, en tout cas du cinéma de long métrage, l'ouverture de Fear and Desire. Donc c'est l'extrait numéro 1, s'il vous plaît. There is war in this forest, not a war that has been fought, or one that will be, but any war. And the enemies who struggle here do not exist unless we call them into being. This forest, then, and all that happens now, is outside history. Only the unchanging shapes of fear and doubt and death are from our world. These soldiers that you see keep our language and our time, but have no other country but the mind. Voilà, donc vous voyez que c'est une ouverture un peu prétentieuse, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit déjà, il y a une voix off, qui est un procédé que Kubrick va utiliser énormément. Il y a très peu de films dans lesquels il n'a pas utilisé la voix off. Il y a Shining, il y a Eyes Wide Shut, mais bon, moi j'avais parlé à son assistant, Léon Vitali, qui est au départ qui était un acteur, qui joue Lord Bullingdon dans Barry Lyndon, qui est devenu son assistant personnel après, qui m'avait dit qu'il avait envisagé une voix off dans Eyes Wide Shut à un moment. Elle avait même été écrite. Est-ce que s'il avait vécu, il l'aurait finalement intégré au film? Ça, personne ne peut le savoir, puisque c'est un film qui reste inachevé. Par exemple, vous savez, ça c'est une parenthèse que je fais, mais la voix off de Barry Lyndon, qui est pour moi une des plus belles voix off de l'histoire du cinéma, c'est un narrateur désincarné qui raconte l'histoire, on ne sait pas qui c'est, mais vous savez qu'il a écrit le scénario en s'inspirant du roman, où c'est le personnage de Redmond Barry, donc Barry Lyndon, qui raconte son histoire, qui dit donc « je », comme le personnage d'Alex dans Orange Mécanique, c'est lui qui raconte l'histoire, et en fait il a changé vraiment au dernier moment, c'est-à-dire dans les dernières semaines, il a décidé tout d'un coup de réécrire la voix off pour un narrateur désincarné. Ça a changé complètement le film, ça n'a pas du tout plu à l'acteur Ryan O'Neal, qui lui avait enregistré la voix off. Il a cru que Kubrick le désavouait, qu'en fait il changeait parce qu'il n'était pas satisfait de sa performance, ce qui n'était pas vrai du tout, mais ça l'a un petit peu remonté contre le film, mais ça a changé complètement le film, c'est-à-dire ça a donné, on en parlera tout à l'heure quand on abordera Barry Lyndon, mais ça a complètement changé, et Barry Lyndon est un exemple vraiment de film qui a été complètement réécrit pendant le tournage, ce qui paraît complètement hallucinant quand on voit l'entreprise que c'est. Mais vous voyez le scénario de tournage, c'est une sorte de brouillon avec en gros des phrases du livre. Vous voyez, c'est très particulier. En tout cas, la voix off, elle est déjà dans Fear and Desire. Il y a déjà le thème de la guerre qui va revenir dans 6 de ses films. C'est Fear and Desire, Les Sentiers de la Gloire, Spartacus, quelque part, d'une certaine manière, parce qu'il y a des scènes de guerre aussi, Docteur Folamour, Barry Lyndon, parce qu'il y a des scènes de guerre aussi dans ce film-là, et Full Metal Jacket.
Donc Kubrick est quand même, on peut dire, un cinéaste de la guerre. Donc même dans un essai comme Fear and Desire, qui est extrêmement amateur, on voit déjà qu'il y a cette problématique. Vous avez un détachement de plusieurs soldats, comme ça, là, qu'on voit, hein, qui sont les personnages principaux du film. C'est les seuls qu'on va voir. Et vous savez qu'ils jouent aussi leurs ennemis. C'est-à-dire qu'il n'avait pas beaucoup de moyens, hein, donc il est obligé de prendre les mêmes acteurs pour jouer à la fois les protagonistes d'une patrouille et les ennemis. Et ça introduit quand même aussi un autre thème, hein, du cinéma de Kubrick qui va être extrêmement important. C'est le thème du double. Vous avez quand même pratiquement tous ces films qui sont construits comme ça sous l'angle comme ça de la confrontation d'un personnage et de son double, ou en tout cas de couples comme ça qui se forment, qui sont des... Il y en a beaucoup, on ne peut pas tous les énumérer, mais vous avez souvent le personnage qui est confronté à son double, ou qui a un personnage dans l'histoire qui devient un petit peu ce que lui a été, par exemple comme dans Barry Lyndon avec Lord Bullingdon et Barry. Donc c'est un mécanisme narratif comme ça qu'il a mis très tôt en place, hein, parce que c'est sûrement l'influence de la psychanalyse. Hein. Il y a une obsession du double chez Kubrick. Et vous avez, alors dans la voix off, il y a quand même quelque chose dans Fear and Desire qui est assez, même si ça reste, je vous dis, très prétentieux, la manière dont c'est écrit, hein, vous avez quand même une allusion à quelque chose d'un univers un peu mental. C'est-à-dire qu'on vous dit que ce paysage n'existe pas vraiment, il fait partie de la province de l'esprit. Enfin, il y a une sorte de quelque chose comme ça de mental. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans plusieurs films, c'est-à-dire notamment Eyes Wide Shut, hein, où on ne sait pas si finalement toute cette aventure est réelle, ou si des parties de ce qui arrive au personnage joué par Tom Cruise est vraiment un rêve, ou au contraire, c'est quelque chose sur lequel on ne tranche pas, mais Full Metal Jacket ressemble un petit peu, hein, à une sorte de Vietnam mental, puisque vous savez que le film a été tourné à Londres, donc il y a un décor qui ne ressemble pas aux autres films du Vietnam qu'on connaît, et pour cause, hein, il n'y a pas de scène de jungle. Il a fait des choix quand même de montrer un Vietnam qui pourrait être aussi la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est-à-dire que vous voyez le combat de Hue, la ville de Hue, hein, qui sert de décor à Full Metal Jacket. Vous savez qu'il a tout tourné dans une usine à gaz londonienne qu'il a pu complètement détruire après, mais ça donne quand même un aspect au film extrêmement différent d'Apocalypse Now, de Platoon, ou des films comme ça, qui sont des films tropicaux quelque part. Et d'ailleurs, beaucoup de ces cinéastes, par exemple, moi quand j'avais parlé avec Brian De Palma de Full Metal Jacket, les cinéastes américains restent, eux, vraiment à un niveau, ils ne comprennent pas bien, ils se disent mais non, on voit bien que c'était pas le Vietnam, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas bien compris quand même ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire qu'ils voulaient que ça devienne toutes les guerres, c'est-à-dire c'est pas vraiment un film sur le Vietnam, Full Metal Jacket. Vous voyez, il se sert quand même de la guerre du Vietnam, mais franchement, ça pourrait être toutes les guerres. Vous voyez, là, c'est presque plus un film qui a une esthétique de Seconde Guerre mondiale, même la formation des marines, hein, c'est un concept très Seconde Guerre mondiale. Et là, vous avez les combats dans les immeubles, ça peut faire penser au Liban, ça peut faire penser à plein de trucs, mais c'est pas spécialement le Vietnam, même si il a reproduit vraiment quasiment les immeubles qu'on trouvait à Hue. Vous voyez, mais donc il y a quelque chose de purement mental. Des 2001, l'Odyssée de l'espace, encore plus, hein, dans le dernier trip de l'astronaute Bowman, quand il se retrouve à l'entrée de la porte des étoiles et qu'il est aspiré dans cette espèce de maelstrom comme ça, qui le fait déboucher à la fin dans une chambre 18e qui sert un petit peu comme s'il était un poisson dans un aquarium que des extraterrestres invisibles ont isolé comme ça. On a l'impression d'être peut-être aussi dans une sorte de NDE, vous voyez, de Near-Death Experience, on ne sait pas trop, mais on n'est plus dans la réalité. Et déjà, vous voyez dans ce petit début de extrêmement amateur de Fear and Desire, tout ce qu'il a pu déjà inscrire et qu'il finalement filera pendant tout le reste de sa carrière, de manière plus ou moins suivie. Mais c'est intéressant en tout cas de vous montrer ça. Après les différentes étapes de sa carrière sur le plan du choix des sujets, ce qui est amusant, c'est de voir qu'au début, bon, il a quand même moins le pouvoir, il n'a pas le pouvoir qu'il aura à partir de 2001. Donc, avec son associé Jimmy Harris, il choisissait des polars. Vous voyez, par exemple, The Killing, c'est Jimmy Harris qui est allé un jour dans une librairie. Il a trouvé ce roman de Lionel White qui s'appelle Clean Break, hein, qui raconte un hold-up sur un champ de course.
course. C'était quelque chose qu'on n'avait pas vu, parce que d'habitude, on voyait des braquages de banque. Donc, ils se sont dit, tiens, c'est assez étonnant de voir cette image d'un type qui tue un cheval pendant une course comme ça, et que ça c'est suivi d'un hold-up dans ce champ de course. Donc, mais bon, voilà, ils ont gardé, parce qu'il y avait cette structure comme ça complètement éclatée, qui permettait de jouer avec le temps, et qui était quelque chose, par exemple, que Huston n'avait pas fait dans Asphalt Jungle, et ça leur permettrait donc de se distinguer. Et bon, Les Sentiers de la Gloire, après, c'est un film vraiment qui est inspiré aussi d'un roman de Humphrey Cobb, qui a été adapté aussi par Jim Thompson, comme The Killing. Mais à partir de Spartacus, je le mets un peu à part, parce que pour moi, c'est pas vraiment un film de Kubrick. C'est vraiment plutôt un film de Kirk Douglas. Et Dr. Lolita, ensuite, c'est un film, là, c'est eux qui ont choisi le sujet. Et Dr. Folamour, c'est aussi un livre de Peter George, mais vous savez, qui est très proche d'un film de Sidney Lumet. Je ne sais pas si vous avez vu un film de Lumet qui s'appelle Fail Safe, avec Henry Fonda, où c'est quasiment l'histoire de Dr. Folamour, mais cette fois traitée sérieusement. Donc vous voyez que quand je vous disais que c'était en fait des films qui étaient singuliers, mais qui ressemblaient quand même à ce qui se faisait à la même époque, c'est la preuve, puisqu'il y a ce film très voisin. Mais à partir de 2001, ça correspond quand même, vous savez, à beaucoup de choses dans la vie de Kubrick. C'est-à-dire, vous savez qu'il a écrit 2001 avec l'auteur de science-fiction Arthur C. Clarke, qu'il avait lui-même sélectionné, parce que vous savez, Kubrick, quand il commence à chercher à vouloir faire un film, voulait faire un film de science-fiction sur l'intelligence extraterrestre. Donc, il a fait une sorte de recherche qui était le meilleur romancier pour pouvoir écrire avec lui. Donc, il a contacté Arthur Clarke, dont il aimait beaucoup les livres, et il avait repéré cette nouvelle qui s'appelle La Sentinelle, qui a fait quelques pages, mais qui en gros est la base de 2001, l'Odyssée de l'espace. Et ce qui est amusant, c'est de se dire en fait que 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est pas un scénario original, parce qu'ils ont quand même cette nouvelle qui a servi de point de départ. Mais la nouvelle, ce qu'il en reste dans le film, c'est en gros tout l'épisode central. Vous voyez la deuxième partie, quand on voit le personnage de Floyd, qui est joué par William Sylvester, qui arrive sur la Lune c'est très très secret. Il discute avec des Russes, il peut pas dire pourquoi il est là, et après on découvre en fait qu'on a déterré un monolithe qui est probablement d'origine extraterrestre. Personne ne sait comment il est arrivé là, mais qu'il a probablement été enfoui pour être déterré. Et il y a tout d'un coup un signal sonore strident qui se fait entendre. Et ce monolithe, bien sûr, on l'a vu, nous, avant, puisqu'il y avait l'ouverture dans la préhistoire, où on voyait déjà la première apparition du monolithe qui correspondait à l'apparition de l'intelligence chez les singes. Donc, en fait, la nouvelle de Clarke s'arrête, ne va pas au-delà de l'épisode lunaire du film. Ils ont carrément inventé à la fois l'aube de l'humanité, donc la séquence préhistorique, et après les deux autres chapitres, puisque c'est un peu comme des chapitres, il y a 4 chapitres dans l'Odyssée de l'espace. Donc ça s'apparente quand même beaucoup, presque à un scénario original. C'est-à-dire qu'ils ont complètement inventé autre chose. Le personnage de Bowman, les deux astronautes, Bowman et Poole, n'existent pas dans la nouvelle. Donc là, c'est carrément un travail pratiquement presque de scénario original. Et alors la fin, encore moins. Mais après, donc, vous avez Arthur Clarke qui a écrit un roman d'après le scénario. Donc vous voyez quand même la jeunesse de ce projet. Ça part d'une nouvelle, on en fait un scénario qui devient un film, et il y a un roman qui, en gros, c'est pas tout à fait une novélisation du scénario, mais c'est le même auteur qui décide tout d'un coup de donner une autre forme à cette histoire et de la raconter sous forme de roman. Mais à partir de 2001, Kubrick, donc, vous savez qu'après, il est allé tourner le film en Angleterre. Où il avait déjà tourné Lolita et Dr. Folamour, mais il n'habitait pas encore l'Angleterre à cette époque. C'est à partir de 2001 qu'il a commencé à se relocaliser en Angleterre. Je pense qu'il était extrêmement angoissé aussi, parce que vous savez que Kubrick, c'est quelqu'un qui avait peur, je ne dis pas de tout, mais c'était quand même quelqu'un d'extrêmement anxieux. Il était vraiment très, très effrayé par la montée de la violence aux États-Unis. Je pense que ce qui est arrivé à Sharon Tate, la femme de Roman Polanski, est quelque chose qui a dû le marquer. Je ne dis pas que Orange Mécanique fait penser à ça, mais il y a quand même ce qu'on appelle une home invasion, des gens qui rentrent chez vous pour vous agresser. Donc il avait peur de ça. Il pensait qu'en Angleterre, c'était plus safe, que c'était pas encore aussi violent qu'aux États-Unis, et surtout qu'il y avait des studios de cinéma, il y avait des techniciens qui étaient extrêmement expérimentés, donc il préférait être à Londres plutôt qu'à Hollywood ou plutôt qu'à New York. Donc il s'est tout d'un coup relocalisé en Angleterre, et ça correspond à une évolution personnelle chez Kubrick qui est assez intéressante, parce que c'est à partir de ce moment-là que son apparence a changé,
qu'il est devenu quand même très intéressé par des ouvrages de mythologues, des ouvrages spirituels, où on sent tout d'un coup, il n'est plus associé à Jimmy Harris, et là il devient en gros le maître en son royaume. C'est-à-dire qu'il commence à s'intéresser, à lire des livres vraiment qui vous expliquent un peu comment sont écrits les mythes. C'est-à-dire qu'il a été, comme plusieurs cinéastes après lui, très influencé par un livre d'un mythologue qui s'appelle Joseph Campbell, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Le héros aux 1001 visages, qui a beaucoup influencé George Lucas après quand il a fait Star Wars, qui a influencé George Miller quand il a fait Mad Max, et qui est une sorte de livre quand même assez ardu, qui recense un peu tous les mythes de l'histoire de l'humanité et qui essaye de trouver des points communs pour expliquer pourquoi certaines histoires ont eu un impact aussi fort, aussi viscéral sur les lecteurs, et pourquoi c'est des histoires qui sont souvent après reprises, racontées autrement, vous voyez, et que ça fait partie du succès et de l'endurance de ces histoires. Et donc ça l'a beaucoup intéressé, parce que chez Kubrick, il y a quand même le côté technicien qui veut démonter le moteur pour savoir comment ça marche. Il veut essayer vraiment de comprendre les rouages. Il pense quand même, ça c'est l'autodidacte c'est ce qui parle, il pense qu'on peut quasiment tout expliquer, qu'on peut, si on arrive à tout démonter, à comprendre comment ça marche. Et ça le rassurait. Je ne pense pas qu'il était naïf au point de croire qu'en lisant des livres de mythologues, on allait écrire des scénarios beaucoup mieux qu'avant. Mais il avait besoin de se préparer, de faire ce travail de lecture, et il a lu des livres extrêmement ardus, par exemple un livre qui s'appelle Le Rameau d'or de Fraser, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un truc extrêmement ardu qu'il a lu au moment de Shining. C'était quelque chose, presque un livre philosophique, mais c'était cette espèce de machine à ingurgiter de l'information. Mais en tout cas, cette volonté de créer des histoires qui soient aussi fortes que des mythes, c'est arrivé à partir de 2001, et ça a accompagné son évolution intellectuelle. C'est aussi le moment, et ça, il y a un facteur capital dans la vie de Kubrick, c'est le temps. Kubrick, tout d'un coup, à partir de 2001, a le temps. C'est-à-dire qu'il n'est plus pressurisé, comme il pouvait avoir un jeune cinéaste peut l'être. Tout d'un coup, il a une compagnie qui lui fait confiance, qui lui laisse le temps de tourner. Et le temps devient un critère primordial. On ne comprend pas l'œuvre de Kubrick si on ne prend pas en considération le temps, parce que c'est un facteur qui a eu une influence sur lui après, sur la manière... Quand vous tournez pendant 2 ans certains films, comme il l'a fait pour par exemple Eyes Wide Shut, ou pendant 1 an Barry Lyndon et Shining, vous changez. C'est-à-dire, c'est pas comme de tourner pendant 3 mois. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous pouvez tout d'un coup décider que le scénario que vous aviez écrit n'était pas bon. Et tout d'un coup, ce temps, finalement, non seulement il mettait énormément de temps pour tourner, mais souvent les films après racontent ça aussi. C'est-à-dire c'est comment un personnage est mis à l'épreuve du temps. C'est-à-dire quelle importance le temps, tout d'un coup, prend dans la vie d'un personnage, notamment dans Barry Lyndon. Donc ça, vous voyez que c'est quand même, je pense, et il y a une évolution spirituelle. Alors là, bon, ça peut être sujet à débat. Mais vous savez que Kubrick était d'origine juive. Il n'était pas religieux. C'est pas quelqu'un qui a été élevé, même s'il a été enterré avec quelqu'un qui a récité le Kaddish, c'est pas quelqu'un qui était... je crois pas qu'il était de toute façon croyant, je pense, même si on a pu dire que l'Odyssée de l'espace était un film religieux, je pense pas qu'il croyait spécialement à quelque chose, après la mort en tout cas. Il avait juste dit à Jack Nicholson que les histoires de fantômes le rassuraient beaucoup parce que ça prouvait qu'il y avait une vie après la mort, quand il faisait Shining. À Stephen King, plutôt, il avait dit ça. Mais c'est quand même, il y a tout d'un coup quelque chose qui apparaît à ce moment-là. Donc là, il y a quelque chose de très caricatural, mais son apparence a changé. C'est-à-dire, je ne sais pas, quand vous voyez le Kubrick après l'Odyssée de l'espace, il ressemble à un rabbin un peu. Vous avez quand même, c'est plus du tout le jeune homme extrêmement mince, sans barbe, que on voyait dans Killing ou dans Path of Glory. Vous avez quand même ce type avec des yeux extrêmement cernés, presque fascinant, un peu comme un personnage un peu religieux, et qui participait aussi, je crois, de la fascination qu'il exerçait. Mais ces films peuvent être lus, certains, et je vous en parlerai tout à l'heure, parce que c'est une lecture qu'un professeur anglais a faite, qui a un livre que je vous recommande pour tous ceux qui adorent Kubrick, qui lisent l'anglais, parce que malheureusement ça n'existe qu'en anglais, qui s'appelle Stanley Kubrick, New York intellectuel, et qui analyse tous les films de Kubrick sous l'angle
l'angle du judaïsme. Alors par moments, moi je trouve, comme tous les gens qui ont une grille, ils ont tendance à exagérer et à vouloir faire coller tous les films à leur grille. Je trouve qu'il y a des films sur lesquels ça marche pas du tout, alors c'est extrêmement forcé, mais il y en a certains, comme l'Odyssée de l'espace, ou comme Barry Lyndon, et bien sûr Eyes Wide Shut, où c'est extrêmement frappant et extrêmement intéressant et qui peut vous faire voir les films d'une manière différente. C'est-à-dire comment certains thèmes vraiment de la culture juive ou de la religion juive sont intégrés dans ce film-là, c'est manifeste, et qui peuvent justement participer à cette recherche qu'il avait de trouver des mythes, des chevilles narratives, des choses qui pouvaient même appartenir à des religions, comme ça, qui pouvaient profiter à ces histoires. Parce qu'il voulait finalement créer des mythes. C'est-à-dire 2001 est pratiquement un mythe. C'est devenu pratiquement un... Je pense même, vous voyez que il y a cet auteur de science-fiction, je ne sais pas que vous connaissez, qui s'appelle Ron Hubbard, qui a créé cette religion qui s'appelle la scientologie, dans laquelle la fille de Kubrick est tombée. J'y reviendrai après. Mais juste pour vous dire que 2001 est un film qui aurait pratiquement pu, comme Star Wars aussi, donner lieu à naissance à une religion, quelque part, puisqu'il y a quand même une sorte de côté un petit peu extrêmement ésotérique là-dedans. Donc vous voyez à quel point... Tout d'un coup, ce qui a changé chez Kubrick, c'est ça. C'est qu'à partir de 2001, non seulement il a le temps, mais il veut créer des histoires qui vont vraiment pénétrer le subconscient. C'est-à-dire, il ne veut pas faire un film qui reste comme ça, un film de plus, un film superficiel. Il veut essayer de trouver des choses qui vont marquer le spectateur, peut-être même au-delà du conscient. C'est extrêmement ambitieux de sa part. Mais quand on voit tout le travail qu'il a fait sur certains films, et notamment sur Shining et Eyes Wide Shut, vous connaissez tous ce film qui s'appelle Room 237, qui recense 36 théories, souvent toutes plus abracadabrantes les unes que les autres sur le sens caché de Shining, parce que c'est quelque chose qui est devenu très tendance avec le temps et surtout avec l'arrivée d'Internet, c'est d'insister sur les côtés cachés de la narration de Shining, c'est-à-dire que de Shining ou de Eyes Wide Shut ou même de 2001, c'est-à-dire que le pouvoir de fascination de certains films de Kubrick, ça vient aussi de se dire, tiens, c'est peut-être pas tout à fait ce que raconte ce film, c'est peut-être pas uniquement ce que le scénario raconte, il y a peut-être d'autres choses, donc les gens commencent à chercher des trucs, vous savez, comme ils faisaient quand certaines personnes dans les années 60 examinaient les pochettes des Beatles pour essayer de trouver des sens cachés dans Sgt Pepper's en voyant une main qui était dressée en se disant tiens ça annonce la mort de un tel. Bon, on était dans l'esprit des années 60 aussi. Il faut voir aussi que 2001 c'est 67-68, on est en pleine effervescence un peu hippie. Tout ça est à la mode, les religions un petit peu l'occulte. Vous savez qu'avant Roman Polanski, Kubrick avait essayé de s'intéresser aux droits de Rosemary's Baby. Il s'était intéressé à ce roman. Ça, peu de gens le savent. Il n'avait pas acheté les droits, mais il s'était intéressé. Comme il s'était intéressé à Dr Zhivago, alors là, ça n'avait rien à voir, mais c'était bien avant pour Kirk Douglas, à l'époque où il faisait Les Sentiers de la Gloire et Spartacus avec lui. Mais il s'intéressait à l'occulte. Et je vous montrerai tout à l'heure comment je pense Eyes Wide Shut est très influencé par Rosemary's Baby. C'est-à-dire c'est un angle de lecture. Parce que moi, j'avais interviewé plusieurs fois Roman Polanski. On avait un petit peu parlé de ça. Il m'avait raconté qu'il parlait des fois, comme vous savez, Kubrick appelait beaucoup de gens au téléphone. Ça durait des heures. Mais il avait tendance à questionner comme ça les cinéastes qu'il admirait, et Polanski en est un, pour lui demander comment tu as tourné ça. Donc, je suis sûr que Rosemary's Baby a influencé certains aspects d'Eyes Wide Shut, et on en parlera tout à l'heure, en tout cas sur le plan narratif et sur le plan de certaines images cachées dans le tapis. Ce qu'on appelle les images cachées dans le tapis, c'est un petit peu les signes planqués dans l'image. Mais vous verrez dans Eyes Wide Shut, il y en a beaucoup. Donc, vous voyez vraiment comment l'évolution de sa vie personnelle, vous savez que chez Kubrick, la vie personnelle et le travail étaient extrêmement liés. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, à partir du moment où il s'est retiré en Angleterre, je dis retiré sous un... Vraiment, c'est volontaire. C'est-à-dire qu'il avait, vous savez, une maison... Enfin, il a eu 2 maisons en Angleterre qui étaient carrément des manoirs. Je ne dis pas que c'était comme Citizen Kane à Xanadu, mais c'était vraiment quelqu'un qui vivait un peu retiré du monde, comme ça, qui était en contact avec le monde par le téléphone et tout, qui faisait venir les écrivains à lui pour travailler, mais qui ne sortait plus beaucoup de sa maison, sauf pour aller tourner ses films, mais souvent pour aller les tourner au studio d'à côté, qui était d'ailleurs pas très loin de chez lui. Mais il a eu une seule fois, il est sorti après, quand il a fait Barry Lyndon, il est quand même allé en Irlande. Il était encore à une époque où il envisageait d'aller tourner en décor naturel, mais ça s'est de plus en plus vraiment recentré. Il a reconstitué les rues de New York dans Eyes Wide Shut sur un studio.
mais c'est quelqu'un, après, qui voulait carrément tout tourner vraiment à 30 km de chez lui. Hein. C'était ça son idéal. Hein. Il vivait un peu comme un peintre. Mais ce recentrage comme ça sur lui-même, hein, et sur son univers proche, ça a rendu, je pense que ces films de la fin, pas tous, mais en tout cas ceux dont je vais parler, sont aussi des films beaucoup plus intimes que les autres. C'est-à-dire, je pense que Barry Lyndon est un film extrêmement personnel. Je ne dis pas que ça parle de lui, mais il y a quand même des choses extrêmement frappantes dedans. Je pense qu'il a la manière dont il s'est détaché de Thackeray pour vraiment raconter d'autres scènes qui, je pense, sont très très liées à son évolution aussi. Shining, c'est quand même aussi ça. C'est-à-dire que c'est quand même ce qui lui a parlé, je pense, dans le livre de Stephen King. Hein, vous connaissez tous l'histoire de Shining, sur cet écrivain qui arrive avec sa famille dans un hôtel soi-disant hanté pour l'hiver. C'est un type qui veut écrire un livre, hein, et qui n'arrive pas, enfin qui a ce qu'on appelle la crampe de l'écrivain, hein, c'est-à-dire il n'arrive plus à créer. C'est d'ailleurs un romancier plutôt raté, hein, et qui devient fou parce qu'il n'arrive pas à créer. Et ça, c'était, je pense, une des craintes de Kubrick, hein, dont il a parlé dans ce film, c'est-à-dire c'est de se répéter, hein, c'est-à-dire cette phrase tapée à l'infini qu'on voit dans une célèbre scène du film quand Shelley Duvall découvre toute cette phrase « All work and no play makes Jack a dull boy » tapée comme ça, qui lui fait comprendre que son mari est devenu fou. C'était la peur de la répétition, et puis c'était la peur de ne pas trouver de sujet. Et d'ailleurs, c'est aussi une scène, je pense, qui vient des Diaboliques de Clouseau. Hein. Vous aviez Vera Clouseau qui trouvait aussi une machine à écrire avec une phrase tapée comme ça. Mais il y a Shining parle de la mélancolie de l'artiste, mélancolie au sens, là, pas le blues, hein, c'est franchement la mélancolie qui peut vous rendre fou. C'est-à-dire, c'est la mélancolie de l'artiste dans sa grande maison qui finalement n'arrive plus à créer. Et qui, le lien qu'avait Kubrick avec sa famille était primordial. Hein. Il adorait sa famille, c'était ce qui comptait le plus avec son travail. Et de voir un personnage se retourner contre sa famille et essayer de la tuer, je pense pour lui, c'était vraiment l'horreur ultime. Et c'est de ça dont parle ce film. Et Eyes Wide Shut et l'œuvre est un retour en fait aux origines, hein, aussi, puisque vous savez que c'est un film, c'est une histoire, hein, écrite par ce romancier Schnitzler, hein, qui est mort dans les années 30, mais en fait c'est une histoire qui se passe dans les années 20 à Vienne, qu'il a relocalisé à New York à la fin du XXe siècle, et qu'il a situé surtout à Greenwich Village, qui est un quartier où il a passé sa jeunesse, et qui parle beaucoup du jeune homme qu'il était. L'appartement que les deux personnages, Tom Cruise et Nicole Kidman, habitent dans le film a été calqué sur l'appartement qu'il avait, hein, à New York au moment de Spartacus, je crois. Spartacus, quand il a commencé à préparer 2001 l'Odyssée de l'espace. Enfin, donc il a vraiment, vous voyez, il mettait des tableaux de sa femme qui étaient peintres au mur. Donc c'est quelqu'un qui vraiment parlait de lui, alors que dans les interviews, il refusait. Hein. Il avait tendance à pas du tout vouloir parler de lui. D'ailleurs, c'est quelque chose que beaucoup de cinéastes, il n'y a pas beaucoup de cinéastes qui vous disent, qui parlent d'eux à la première personne, mais dans Barry Lyndon, dans Shining et dans Eyes Wide Shut, ce sont des films intimes. Et je pense qu'il les a racontés après d'une manière différente aussi. Et je vous montrerai comment, avec des extraits concrets tout à l'heure. Donc, on peut commencer déjà sur, par exemple, l'Odyssée de l'espace. Il y a quelque chose, vous savez, que Kubrick a mis en place, à partir de ce film-là, une méthode de narration qui était un petit peu particulière, c'est-à-dire qui ne ressemble pas au travail d'adaptation que des scénaristes font classiquement. Vous savez d'ailleurs qu'il n'utilisait pas des scénaristes chevronnés, hein, c'est-à-dire qu'il avait tendance à appeler comme collaborateurs d'écriture des écrivains. C'était pas des scénaristes. Il se méfiait des scénaristes hollywoodiens, des gens qui étaient trop, vous voyez, dans le moule. Hein. Donc, je vous dis Arthur C. Clarke pour 2001. Après, il y a des films qu'il a écrits lui-même, mais Frédéric Raphaël, par exemple, était un scénariste oscarisé, mais c'était surtout aussi un écrivain, hein, dont il aimait beaucoup les romans. Gustave Ashford, c'est un romancier. Michael Eyre, pour Full Metal Jacket, c'était des gens dont il avait beaucoup apprécié les livres. Mais il avait le goût de l'expérimentation, il avait le goût de ne pas faire la même chose que les autres, mais ce qui l'obsédait quand même, et ça c'est intéressant quand même, c'est qu'il ne pouvait pas se lancer dans un projet non narratif. C'est-à-dire, vous voyez par exemple comment quelqu'un comme Terrence Malick a commencé, hein, avec des films magnifiques comme La Balade sauvage, comme Les Moissons du ciel, mais après il est vite pris, il
il a pris le virage d'un cinéma non narratif, hein, bon, qu'on peut aimer ou pas, hein, mais en tout cas, franchement, en ce moment, enfin, dans les derniers films qu'il a fait, c'est difficile d'y trouver, en tout cas, une histoire. Hein. Et Kubrick, lui, c'était pas quelque chose qu'il voulait faire. C'est-à-dire qu'il avait un goût pour raconter les histoires d'une manière bien particulière, mais il lui fallait une histoire. C'est-à-dire que quand il a voulu, par exemple, faire un film sur la guerre du Vietnam, il avait trouvé ce livre d'un correspondant de guerre qui avait d'ailleurs écrit la voix off d'Apocalypse Now, qui s'appelait Michael Hare, hein, comme je vous le disais. Et c'est un livre qui s'appelle Putain de mort en français et Dispatches en anglais. Et il était fasciné par ce livre, mais simplement, il n'y trouvait pas une histoire. C'est-à-dire que c'était un petit peu des souvenirs d'un correspondant de guerre, mais il n'arrivait pas, vous voyez, à unifier ça pour se dire, voilà, quand même, il me faut quand même un personnage principal qu'on va suivre, comme ça. Bon. Donc, il avait renoncé à adapter ce livre. La même chose s'était produit avec son film d'horreur, hein, quand il a, après l'échec de Barry Lyndon, quand il a voulu faire un film d'horreur pour se refaire au box-office, parce que c'était un genre à la mode, il s'était d'abord intéressé à un livre d'une romancière américaine qui s'appelle Diane Johnson, qui s'appelait The Shadow Knows. C'est un livre qui n'a pas été traduit en français. Et il aimait beaucoup ce livre, hein, mais là aussi, il n'avait pas réussi à trouver une histoire. Hein. Donc il a pris le livre de Stephen King après, qui lui était quand même plus pratique et plus populaire, je pense aussi, hein, sur le plan commercial, pour trouver une histoire. Et à Michel Simon, qui a fait donc ce livre que je vous conseille tous, que vous connaissez sûrement, hein, qui est le livre définitif sur Kubrick, et qui est un des seuls à l'avoir vraiment rencontré, il avait quand même dit qu'au moment de Shining, il se posait la question de savoir quelle était l'importance de l'histoire. Il ne voulait pas la supprimer, mais il se disait, est-ce qu'elle est là uniquement pour maintenir l'intérêt du spectateur pendant que l'artiste fait un travail plus élaboré ailleurs? Et il disait qu'il ne connaissait pas la réponse à cette question. Moi, je pense qu'il y a quand même un peu répondu, hein, après, on va voir. Mais il avait cette volonté quand même d'avoir une histoire comme ça, d'avoir sa réaction de lecteur sur un livre, vous voyez. C'est-à-dire quand il lisait un livre, il se disait, tiens, si j'ai été pris par l'histoire, c'est quand même une première réaction intéressante. Je peux peut-être m'en éloigner après, mais il y aura toujours les fondamentaux de cette histoire que je vais garder. Enfin, il avait une théorie bien précise sur comment garder, qu'est-ce qu'il fallait garder dans une histoire. Et après, il avait tendance quand même, ce qui était assez curieux, à dynamiter complètement l'histoire qu'il avait choisie. C'est-à-dire, genre, pas toujours, hein. Par exemple, sur Eyes Wide Shut, il a changé des choses, mais il est quand même resté quand même pas mal sur la structure. Mais il y a des, par exemple, je vous dis, Barry Lyndon ou Shining, c'est des films qui sont extrêmement très différents et qui sont vraiment... qui vont à contre-courant de ce qui se faisait dans le cinéma américain de l'époque. C'est-à-dire trouver un personnage avenant, il supprime la psychologie. Hein. Je veux dire, quand un livre amène une psychologie de personnage, il a tendance à la nier, à la supprimer. Et il a tendance à dynamiter la progression dramatique, qui est en fait ce qui fait le sel d'un scénario. C'est-à-dire, un scénario sans progression dramatique, c'est quand même c'est quand même pas terrible. Et Kubrick avait tendance à dynamiter ça, c'est-à-dire à supprimer la progression dramatique de certains films. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, qu'un film comme Shining, par exemple, il y a vraiment, franchement, si vous l'analysez, aujourd'hui, on le donnerait, on dirait pas que c'est un film de Stanley Kubrick, on donnerait le scénario à des lecteurs ou je suis sûr qu'il y aurait des rapports de lecture qui seraient pas du tout favorables, parce que c'est pas un très bon scénario, Shining, hein, c'est pas une très bonne adaptation. D'ailleurs, vous savez que Stephen King déteste le livre, qui a écrit le livre déteste le film parce qu'il trouve que c'est une trahison. Bon, ça, trahir le livre, pourquoi pas, mais vous avez quand même, c'est extrêmement lent. Vous avez, souvenez-vous, quand Jack Nicholson arrive pour faire son entretien avec le directeur de l'hôtel, hein, pour être recruté pour être gardien, il y a en gros ce directeur de l'hôtel qui va lui raconter, vous savez, bon, avant de prendre le job, il faut que je vous dise que le gardien d'avant est devenu fou. Avant, pendant un hiver, il a tué sa femme et ses enfants et il s'est suicidé après. Mais quelque part, il annonce un petit peu tout ce qui va se passer, vous voyez. C'est presque, vous avez déjà le film qui est là, hein. C'est-à-dire que donc après, quand on fait un film d'horreur, généralement, c'est pour surprendre le spectateur, c'est pour lui faire peur avec des effets, Là, vous avez quelqu'un en gros qui raconte déjà tout ce qui va se passer. Donc, on peut se dire que ça met un petit peu le spectateur dans la position de l'enfant Danny, qui a tendance à voir aussi ce qui se passe à l'avance, hein. Mais ça dynamite quand même aussi la progression dramatique habituelle, puisque
il n'y a pas cette descente où vous avez normalement un personnage normal qui arrive dans un lieu et qui va progressivement être contaminé par l'esprit du lieu et qui va devenir fou, alors que c'était, disons, un brave type avant. Avec Shining, vous avez un type qui est presque déjà fou quand il arrive dans l'hôtel, et c'est pas pour rien qu'il avait recruté Jack Nicholson, parce que déjà le personnage s'appelle Jack dans le roman, mais il a tendance vraiment à jouer déjà, vous vous souvenez sûrement de la scène, hein, il a des accents, des sourcils en accent circonflexe, enfin il a déjà un masque un petit peu qui est presque le masque du personnage du fou qui va jouer après, et quelque part il trimballe aussi, et ça c'est quelque chose qui faisait partie aussi de ce qui participait du récit en tout cas chez Kubrick. C'est quelque chose d'un peu particulier qui est accentué hein, après dans les films récents, enfin dans ces derniers films, c'est qu'il jouait avec le bagage des comédiens qu'il engageait. C'est-à-dire que quand il engage Jack Nicholson en 1978 pour jouer Shining, hein, puisqu'ils ont commencé en 78, Nicholson, il trimballe quand même, il sort de Volotunani de Coucou, vous voyez, qui est quand même un film qui se passe dans un asile de fous. Scatman Crothers, qui est le cuisinier noir de Shining, il joue aussi dans Volotunani de Coucou. Hein. Donc on a l'impression qu'il a essayé de prendre des ingrédients. Vous voyez, c'est comme quand je vous parlais de ce type qui essaye de lire tout ce qui se passe. Mais enfin, il essayait aussi, dans ses films, quelque part de ramener des choses de films qui évoquaient d'autres films, parce que ça pouvait lui servir. Vous voyez, je pense que quand il fait Shining aussi, il joue avec l'image de Nicholson, qui est déjà aussi quand même quelqu'un qui est facilement, qui joue les fous, qu'il a souvent fait. Et quand il a fait Eyes Wide Shut, je pense qu'il a joué aussi avec le côté couple marié hein, de Tom Cruise et Nicole Kidman, puisque c'était quand même un argument aussi, je pense, commercial et attractif pour le film. C'est-à-dire, vous savez, comme dans les années 60, quand Richard Burton et Elizabeth Taylor jouaient ensemble, ils étaient mariés dans la vie, il y avait l'idée comme ça de les voir, par exemple, quand on voyait Burton et Taylor dans le film de Mike Nichols... comment ça s'appelle déjà? Attends, j'ai un trou. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Le film qu'ils ont tourné ensemble où c'est une scène de ménage quasiment pendant... Voilà, c'est ça. Et donc il y avait l'idée comme ça, un peu voyeur, le côté voyeur du spectateur qui veut un petit peu assister à l'intimité, voir l'intimité d'un couple de cinéma. Dans Eyes Wide Shut, c'est ça. Et il y a le côté, je vous dis, après, je pense qu'il a joué aussi avec le côté scientologue de Tom Cruise. Hein. Je vous en parlerai brièvement à la fin. Mais il jouait donc avec le vécu de ses acteurs. Et ça lui servait, je pense aussi, pour aller plus vite des fois, hein, pour gagner du temps, c'est-à-dire, mais par moments ça pouvait peut-être aussi, je trouve peut-être aussi gêner certains spectateurs qui sont habitués quand même à ce qu'un acteur joue toujours la même chose. Par exemple, quand il a choisi Ryan O'Neal pour jouer dans Barry Lyndon, vous savez que Ryan O'Neal à l'époque était un comédien extrêmement connu aux États-Unis, qui était très célèbre à cause de Love Story ou de petites comédies de Peter Bogdanovich comme What's Up Doc ou Paper Moon. Et tout d'un coup, il lui a fait jouer un personnage qui est très, très différent de ce qu'il faisait d'habitude. Hein. Mais je pense qu'il l'a utilisé parce qu'il se disait, bon, voilà, Ryan O'Neal, c'est un acteur populaire, il va avoir un capital de sympathie, mais il a quand même un petit peu... je dirais, un petit peu abîmer l'image de l'acteur, sûrement volontairement. Et les gens qui avaient sûrement aux États-Unis aimé Love Story et qui sont allés voir Barry Lyndon, je pense qu'ils sont un petit peu tombés de haut, comme ceux qui sont allés voir Eyes Wide Shut. Vous voyez, ils ont vu tout d'un coup un acteur qui n'était pas du tout dans un rôle qui était le rôle dans lequel on avait l'habitude de le voir. Mais avec le temps, ça devient quand même des films qui vraiment sont des films où l'acteur, finalement, ça devient aussi un portrait de l'acteur et ça raconte un petit peu aussi l'acteur, parce que c'est assez curieux. Alors là, on parle de quelque chose d'un petit peu irrationnel, hein, mais quelque part, je ne sais pas jusqu'à quel point des acteurs ne sont pas marqués, parce que le comédien Ryan O'Neal a eu une vie qui a un peu ressemblé à celle de Barry Lyndon, curieusement, vous voyez, avec le côté grandeur et décadence, comme ça. Il s'est même battu au pistolet avec son fils, quand même, vous voyez. Vous avez la vie de Tom Cruise et Nicole Kidman, hein, quand même. Il y a des choses qui sont extrêmement frappantes dans Eyes Wide Shut. Je pense qu'il s'est servi de choses extrêmement personnelles. Donc tout ça, ça participait du récit aussi, hein, chez Kubrick. Le récit, c'est pas uniquement le scénario. Le récit, c'est tout. C'est-à-dire tout est récit chez Kubrick. C'est-à-dire la musique est récit, les décors sont récits, tout raconte quelque chose. Il n'y a rien de gratuit. Alors après,
Il y a des lectures comme ça qui sont un petit peu excessives, c'est-à-dire il y a, vous voyez, le côté Room 237 où on pense que tout dans l'image est absolument codé, que tout veut dire quelque chose. On peut aller trop loin quand on fait ça. Mais je pense quand même que rien n'est là par hasard, parce que vous aviez affaire à quelqu'un qui prenait énormément de temps pour faire ses films. Et il ne faisait pas un film quand il faisait Eyes Wide Shut, quand il faisait Shining, quand il faisait même Barry Lyndon. Il faisait beaucoup de films. C'est-à-dire qu'il faisait au moins 3 films en même temps, et avec différentes couches, vous voyez, différentes couches narratives, différents niveaux de lecture. Et ça, c'est une approche, quand je vous parlais du judaïsme, c'est quelque chose d'assez frappant parce que les lecteurs de la Torah, vous voyez, peuvent avoir ce comportement-là. C'est-à-dire que, et c'est pas eu un hasard, je pense que si il a aussi structuré 2001, l'Odyssée de l'espace, en 4 grands segments. Et avec aussi, vous voyez, déjà, les 4 grands segments, globalement, c'est Nathan Abrams, l'écrivain anglais dont je vous parlais, qui a fait ce livre sur Kubrick et le judaïsme, qui, pour lui, dit que les 4 grandes parties de 2001, c'est-à-dire l'aube de l'humanité, Mission Lune et Jupiter, la mission Jupiter et Jupiter au-delà de l'infini, qui sont donc les 4 grandes parties, peuvent recouper des lectures de kabbalistiques. Alors je vous dis, tout ça est à prendre avec des pincettes, mais je dis que ça participe de la richesse des films de Kubrick. C'est-à-dire, on peut délirer sur Kubrick, c'est le danger, on peut aller très loin, mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Le chiffre 4 revient beaucoup dans 2001. Vous savez que l'obsession du chiffre 4 dans 2001, ça nous conduit vraiment à ce qu'on appelle, ce que le judaïsme appelle le pardès. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui sont familiers avec ce terme-là, le pardès. Qu'est-ce que c'est que le pardès ? C'est l'acronyme de 4 mots hébraïques. Alors là, je deviens un peu technique, mais c'est Peshat, Remez, Derash et Zod, qui font référence à 4 sens de lecture différents de la Torah. Peshat est le sens qu'on dénommera le sens premier, c'est-à-dire le plus littéral. Remez, celui qu'on trouve par allusion. Derash, le sens qui découle de la recherche. Et Sod, en fait, le sens qui dévoile le secret. Et à l'instar du Pardès, chacun des 4 niveaux de 2001 nous fait progressivement pénétrer dans un mystère. Donc vous voyez, il y a quelque chose, quand je vous dis qu'il a sûrement été influencé, c'était pas quelqu'un quand son beau-frère, Yann Arlan, qui était son producteur exécutif, lui avait vraiment affirmé qu'il trouvait que 2001 était un film religieux et qu'il y avait vraiment des grands points communs avec certains aspects du judaïsme. Et Kubrick le réfutait en disant c'est pas vrai, c'est faux. Mais je suis sûr que c'est pas vrai. Je suis sûr qu'il y a pensé. Il n'osait pas l'admettre, comme il a, vous savez, dans Eyes Wide Shut, il a complètement gommé tout ce qui est juif dans Eyes Wide Shut. Vous savez que c'est une histoire très juive, Eyes Wide Shut. On y reviendra tout à l'heure. Mais il a gommé ça. Donc il faut toujours aussi, des fois, chez Kubrick, chercher ce qui n'est pas là. C'est-à-dire parce que c'est souvent aussi révélateur, je ne dis pas plus révélateur, mais aussi révélateur que ce qui est là. Et donc là, c'est quand même assez frappant. Donc la première section, l'aube de l'humanité, qui est quand même aussi une section extrêmement biblique, qui fait un peu penser à la Genèse, quelque part. La première section, l'aube de l'humanité, c'est la plus simple à appréhender dans le film, puisqu'elle décrit l'évolution du singe, qui est un herbivore ignorant, qui devient un carnivore violent doté d'une intelligence. Et on voit les singes à leur niveau le plus primitif, en train de survivre dans les plaines d'Afrique, mais c'est quand même la partie qui constitue la colonne vertébrale. Mais vous savez qu'aussi, elle avait été... Alors, je fais une parenthèse, vous savez que cette partie de l'Odyssée de l'espace, l'aube de l'humanité, donc, avait été au départ esquissée dans le scénario comme un flashback, en fait. Donc, ça commençait pas par l'aube de l'humanité, c'était en fait... Ça venait en flashback après la Lune. Quand on voyait le premier monolithe, il y avait un flashback qui nous montrait que ce monolithe était déjà arrivé. Puis finalement, il a décidé de structurer ça différemment. Et la façon de structurer 2001, c'est-à-dire de prendre 4 blocs indépendants et de finalement jouer sur les ellipses entre les différents blocs, c'est quelque chose après qu'il a élaboré en théorie. Il disait souvent à ses scénaristes que pour lui, il lui fallait dans une histoire, quand il trouvait un livre, il lui fallait trouver des blocs insubmersibles. Il croyait à ça. C'est-à-dire qu'il fallait, dans l'histoire, à partir du roman, ne garder des fois que quelques unités insubmersibles. Alors, des fois, il allait jusqu'à 9. Dans Shining, par exemple, il y en a 10.
Dans 2001, finalement, on peut en trouver 4. Après, on peut raffiner, on peut en trouver peut-être plus. Mais il avait besoin de structurer. Vous voyez, c'est absolument pas comme une structure de quand on vous apprend à écrire un scénario. C'est pas du tout comme ça qu'on vous dit. Hein. Là, c'est comme si en gros on vous demandait de faire les menus d'un DVD. Vous voyez, un peu comme ça. Mais lui, il raisonnait comme ça. Il avait besoin de ça pour faire un film. Il raisonnait. Et là, il y a la grande nouveauté dans 2001 par rapport à des scénarios de la même époque, c'est que c'est très difficile de trouver qui est le protagoniste de 2001, qui est le personnage principal. Vous voyez, quand vous commencez dans l'Aube de l'humanité, vous avez ce singe qui s'appelle, qui est jamais nommé dans le scénario, il s'appelle Guetteur de Lune, Moonwatcher, puisque c'est lui donc qui a l'idée tout d'un coup de se servir de l'os pour tuer, et donc pour commencer à manger de la viande. C'est donc le monolithe qui lui a donné cette idée, le monolithe qui est apparu pendant la nuit. Et il y a ce fameux plan qui est devenu extrêmement célèbre, qui a été parodié dans 50 pubs, où vous avez le singe qui est fou de joie d'avoir découvert comment se servir d'un os comme d'une arme, qui jette son os en l'air, et tout d'un coup, quand l'os redescend, c'est un vaisseau spatial. Donc vous avez tout d'un coup un bond qui a été de plusieurs millions d'années, qui a été fait, et ça c'est une des ellipses les plus audacieuses de l'histoire du cinéma, qui a influencé à un niveau après plus modeste, énormément de cinéastes. Tout d'un coup d'avoir l'audace de se dire arrêtons la préhistoire et passons tout de suite des millions d'années après, et arrivons au milieu comme ça d'une scène où des astronefs dansent comme ça, où on voit un personnage qu'on ne connaît pas, le docteur Floyd, qui arrive sur la Lune, on va le briefer, il va faire une conférence sur l'apparition de ce nouveau monolithe qu'on a déterré. On a l'impression que c'est un autre film qui commence tout d'un coup. Et après, vous avez, une fois que ce monolithe a été déterré, vous avez le docteur Floyd qui disparaît, et vous avez tout d'un coup une mission. On voit un astronef qui s'appelle le Discovery. Donc là encore, par rapport à la Kabbale, c'est marrant parce qu'il s'appelle Discovery et ça correspond à la partie qui correspond à la partie recherche. Si on fait le lien avec la Torah, c'est ça qui est rigolo. Et là, tout d'un coup, vous faites connaissance avec de nouveaux personnages, alors qu'on est quand même à je ne sais pas combien de minutes de film. Là, Bowman et Poole, qui sont donc deux astronautes, et d'autres qui sont en sommeil, et on voit ce fameux ordinateur qui s'appelle HAL, qui devient pratiquement un personnage aussi important que les humains. Et après, vous avez cette longue section qui va se terminer par la déconnexion de HAL, par Bowman, une fois qu'il a tué tous les autres astronautes, et c'est là que la mission lui est révélée, puisque en mourant, HAL, en se vidant, la mémoire de HAL dévoile un message enregistré qui ne devait être dévoilé aux astronautes qu'une fois qu'ils étaient arrivés près de Jupiter, qui raconte en fait qu'ils ont trouvé ce monolithe, donc ils partaient donc sans savoir exactement ce qu'ils allaient chercher. Donc il y a un côté quand même un peu aussi... Et là, la dernière section du film, c'est ce personnage de Bowman qui se retrouve seul et qui poursuit le monolithe qui apparaît dans les environs de Jupiter et qui est aspiré dans cette espèce de toboggan stellaire, puisqu'il se retrouve dans une autre dimension quasiment, il traverse des univers. On se croirait presque, vous voyez, dans une near-death expérience, quand quelqu'un meurt et qu'il voit des tas de lumière, avec, là, on peut se dire peut-être qu'il est en train de mourir, et d'ailleurs il meurt symboliquement après, et il arrive dans cette espèce d'environnement complètement délirant, qui est une chambre Louis XVI, qui est quelque chose aussi qui narrativement était extrêmement audacieux, c'est-à-dire vous imaginez, ça avait déconcerté beaucoup de spectateurs à l'époque et encore aujourd'hui. Mais à l'époque, comme on était en pleine, vous savez, flower power, les gens allaient voir 2001 en fumant des joints, je pense qu'ils étaient plus à ça près. C'est-à-dire que ça les branchait bien tout d'un coup de se dire, waouh, pourquoi pas. Ils retournaient voir ça 50 fois en se disant, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, cette chambre 18e au milieu du cosmos, avec ce type qui se met tout d'un coup à vieillir et à se voir vieillir, puisque ce qui est intéressant dans cette scène, c'est qu'il se voit, il se dédouble, encore le thème du double, et il se voit finalement mourir en vieillard dans un lit, comme si c'était un peu une station d'un hôtel intergalactique, où là, tout d'un coup, s'opère cette métamorphose, où il devient finalement, comme vous avez eu la métamorphose le passage du singe à l'homme, vous avez cette fois le passage de l'homme au surhomme, toujours dicté par le monolithe, influencé par le monolithe, et ça se termine sur donc cette métamorphose du bébé astral, qui représente un petit peu l'avenir de l'humanité. Et vous savez que là, il y a quelque chose que Kubrick a changé par rapport à ce qui avait été
prévu dans le scénario. Et c'est intéressant de noter ça. Vous savez qu'au départ aussi, quand l'os est lancé par le singe, normalement, quand il retombe et qu'on voit le raccord avec le vaisseau spatial qui prend la place de l'os, normalement, c'était un vaisseau spatial qui transportait des bombes atomiques. Donc c'était une arme, c'est-à-dire qu'une arme laissait la place à une autre arme, quelque part. Ça s'est perdu. C'est-à-dire que tous les astronefs, en tout cas qu'on voit au début tourner au son du bon Danube bleu, sont en fait des astronefs qui portent des bombes atomiques. Vous voyez, donc il y avait un peu l'obsession déjà de Dr Folamour aussi. Déjà. Et à la fin, quand vous avez le bébé astral qui regarde la Terre, Kubrick a coupé bien avant, mais si certains d'entre vous ont lu le roman d'Arthur C. Clarke, en gros, il est là devant la Terre et il se demande est-ce qu'il va faire exploser les bombes atomiques ou pas, qui sont encore toujours en train de tourner autour de la planète. Donc il y avait peut-être l'idée que ce bébé astral, ce fœtus astral, était tout d'un coup une sorte de presque une divinité, qui avait finalement droit de vie et de mort, qui était capable de faire exploser des bombes, d'anéantir une planète, vous voyez. Donc ça, Kubrick l'a supprimé, il est juste resté sur le regard du bébé à la fin, mais ça montre quand même l'intention qu'il y avait derrière, qui était probablement une intention qu'il avait eue avec Arthur C. Clarke et qu'il a éliminée au montage. Mais ça vous montre à quel point, quand même, c'est à partir de ce moment-là que cette narration extrêmement... comme si c'était 4 nouvelles, vous voyez, en disant finalement, peu importe si le personnage principal n'est pas dans le premier segment, c'est pas grave, de s'affranchir de toutes les règles qu'on vous enseigne. Là, c'est le génie de Kubrick, c'est ça. C'est-à-dire, c'est tout d'un coup de s'asseoir sur tout ce qui fait finalement tout ce qu'on vous apprend, et de dire essayons autre chose. Et il l'a fait après, à d'autres reprises, c'est-à-dire de manière bien moins audacieuse, parce qu'il n'a plus jamais refait un film comme 2001, aussi radical. C'est-à-dire, moi, c'est un film que j'admire énormément. Je trouve que c'est probablement, sûrement un de ses plus grands films. Moi, je préfère Barry Lyndon pour des raisons extrêmement personnelles, et je trouve que c'est un film qui m'émeut plus. Mais sur le plan de l'audace, c'est pas possible de faire mieux que 2001. C'est-à-dire, vous imaginez quand même la confiance en soi qu'il faut avoir quand on fait un film comme ça. Quand il a vu les gens vraiment sortir de la salle le jour de la première, je pense que c'était pas agréable. Mais c'est quelqu'un qui croyait à ça, qui est allé jusqu'au bout, et on voit quand même ce que ça a donné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si plein de gens ne comprennent pas 2001, c'est quand même un film qui a gardé un pouvoir de fascination unique et qui n'a pas livré tous ces mystères. On peut encore extrapoler, parce que c'était quelque chose qui faisait partie aussi de sa démarche, c'est-à-dire de ne jamais expliquer. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas... Alors, il paraît qu'on trouve sur YouTube une vidéo où on voit un journaliste japonais dans les années 80 qui parle au téléphone avec Kubrick, qui lui explique 2001, en fait. Mais en tout cas, au moment où les films sortaient, il se refusait absolument à faire des commentaires parce qu'il pensait que ça diminuait le film. C'est-à-dire qu'il pensait que si on disait, voilà, ça parle de ça, finalement, ça coupait court à toutes d'autres interprétations. Et plus un film offre d'interprétation, plus il est vivant. Et c'est aussi pour ça que l'œuvre de Kubrick, aujourd'hui, je pense, est plus vivante que jamais. C'est qu'elle continue comme ça de susciter des interrogations, même sur des films plus facilement vraiment appréhendables que 2001. Mais par exemple, vous voyez un film comme Full Metal Jacket, son film de guerre Vietnam, vous avez comme ça une narration qui ressemble un petit peu à celle de 2001, toute proportion gardée, avec, on dirait, un petit peu des nouvelles qui sont un petit peu collées les unes aux autres, puisque vous avez aussi presque 4 segments. C'est-à-dire que vous avez le premier qui correspond à la formation des Marines, comme ça, cette espèce d'éducation extrêmement à la dure, comme ça, qui montre comme ça l'entraînement des Marines et qui montre à la fin le suicide d'une des recrues et le meurtre de l'instructeur. Donc c'est presque un système qui s'autodétruit, un petit peu comme l'ordinateur de 2001. Et vous avez après un segment étrange, où on se retrouve au Vietnam, où on retrouve un personnage qui est Joker, qui semble être le personnage principal, parce que c'est lui qui commence la narration du film en voix off. Mais c'est une voix off extrêmement neutre, vous voyez, qui ne livre aucune émotion, qui dit voilà, c'est tel jour, on est à Paris Island, machin. C'est extrêmement informatif. Il n'y a pas d'affect. Et c'est pas du tout ce qu'on fait, quand on veut présenter un protagoniste. Et là, il y a la deuxième partie de Full Metal Jacket montre en fait des soldats qui font rien. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils attendent d'aller au combat. Ils discutent entre eux en se disant oh là là, j'ai envie d'aller au front. Ils font des conférences de rédaction parce qu'il y en a un qui est reporter, donc c'est le journal de l'armée. Mais en gros, on dirait que Kubrick ne se borne qu'à filmer leur frustration.
C'est-à-dire et ça c'est extrêmement dangereux dans un film. C'est-à-dire quand vous avez démarré de manière aussi tonitruante que Full Metal Jacket, parce que les 40 premières minutes de Full Metal Jacket, c'est absolument magistral. C'est-à-dire ça ressemble à plein de documentaires sur les Marines qu'on a pu voir. Hein, je veux dire, mais je crois que Wiseman avait fait un film comme ça. Mais là, vous avez tout d'un coup après cette ouverture magistrale, on arrête tout et on montre des gens qui font rien. Et ça a beaucoup déconcerté le spectateur. Parce qu'on se disait, mais qu'est-ce qui se passe là tout d'un coup? On s'emmerde. Il y a une petite attaque de nuit comme ça, on ne voit même pas l'ennemi. Tout d'un coup, après, on commence à suivre un personnage, Joker, qu'on avait déjà vu dans la première section. Et là, on le voit arriver à huer et commencer à participer à des combats. Et vous avez ensuite un dernier segment qui est presque divisé prend lui-même en deux encore, qui va montrer finalement un peloton qui va tomber sous le feu d'un sniper isolé. C'est presque un film en soi. C'est-à-dire c'est presque un film qui pourrait être indépendant du reste, qui montre comment ils sont tous, après avoir été éduqués à la dure, transformés en machines à tuer, comment en fait ces jeunes GI, ces jeunes Marines, sont décimés par un sniper qui s'avère être une gamine de 14 ans, de 13-14 ans, complètement instrumentalisée, brainwashée, qui est devenue une sorte de tireur d'élite. Vous avez ce moment extrêmement beau, moi je trouve, qui est le moment où elle est abattue où le personnage de Joker va subir une transformation. C'est-à-dire c'est le temple, l'espèce de pièce avec les brasiers de Full Metal Jacket où la sniper est tuée et où Joker va l'achever avec un pistolet. C'est pas la chambre 18e de 2001, mais c'est le lieu de la transformation. C'est-à-dire c'est là où vous avez une intelligence presque alien, parce que là c'est pas un alien, c'est une vietnamienne, mais c'est quand même quelqu'un qui l'hypnotise presque, puisque vous vous souvenez de cette scène extrêmement frappante où en agonisant elle prie et elle lui dit shoot me, c'est-à-dire on a l'impression qu'il y a une sorte d'hypnose qui se crée, c'est-à-dire que vous avez le soldat Joker qui devient le tueur Joker. C'est pas Paris Island qui le devient, c'est cette femme qui fait de lui le tueur, quoi. C'est-à-dire que c'est là qu'il tue pour la première fois vraiment quelqu'un. Et c'est extrêmement troublant. Et on retrouve des échos de Fear and Desire. Je ne sais pas si vous aviez vu Fear and Desire, mais ça montrait aussi une patrouille qui se retrouvait face à une femme à la fin. Je pense qu'il y avait un petit écho de ça. Mais vous avez quand même... et ça se termine par des Marines qui chantent la chanson du Club Mickey, vous savez, dans les brasiers de la ville de Hué. Et ça représente là aussi une régression, c'est-à-dire, je ne dis pas qu'ils deviennent des bébés, mais vous voyez quand même comment le schéma de 2001, même en filigrane, apparaît, c'est-à-dire comment, avec ce film de guerre, et ça c'était très différent du scénario, parce que moi j'avais lu le scénario, et il y a plein de scènes qu'il a enlevées, certaines qu'il a tourné même, mais c'est quelque chose qu'il a structuré après au montage. Vous savez que Joker mourait dans le scénario, il était tué, c'est la dernière image, c'était Joker qui recevait une balle et qui s'immobilisait, vous savez, comme cette célèbre photo de Capa sur le combattant de la guerre d'Espagne qui est fauché par une balle, comme ça, qui se fige, et c'était monté avec des home movies de Joker enfant qui jouait à la guerre le soldat qui vient d'être blessé. Donc vous voyez, c'est très différent de ce qu'il a finalement fait. C'est en ça que vraiment le tournage, après, il réécrivait aussi le scénario. Mais ça montre quand même tout ça pour vous dire que cette structure de 2001 a influencé aussi Full Metal Jacket. Alors après, pour les autres films, c'est différent. Mais donc, pour Barry Lyndon, parce qu'on va en venir à Barry Lyndon maintenant, là, il y a quelque chose qui, là, vous savez qu'il avait voulu faire ce film. Pourquoi il a voulu après des films d'anticipation, comme Docteur Folamour est quand même un peu un film d'anticipation quelque part, 2001 aussi, Orange Mécanique aussi. Finalement, il a fait un film qui se passe dans le passé. Donc là, c'était un choix tout d'un coup, sûrement après 3 films sur le futur, d'essayer de filmer autre chose. Et il y avait ce goût aussi d'avoir voulu faire un film sur Napoléon, qu'il n'a jamais pu réaliser, parce que vous savez qu'il a travaillé pendant des années. Vous savez, certains d'entre vous ont peut-être, je ne sais pas, lu ou acheté ce livre Taschen, qui a été publié par Taschen, qui est un peu la somme de toutes ses recherches, qui est un livre absolument fascinant, mais où je n'avais pas trouvé que le scénario qui était publié, rien ne dit qu'il l'aurait tourné tel quel, quand on voit ce qu'était le scénario de Barry Lyndon au départ, mais je n'avais pas trouvé le scénario éblouissant, moi. Mais je pense que les scénarios de Kubrick ne sont pas des scénarios éblouissants, et justement, il ne lui fallait pas des scénarios éblouissants, il fallait des scénarios suffisamment lâches, suffisamment déconnectés, vous voyez, où il y avait quand même des manques.
hein, parce que si tout est dit, si tout est superbement huilé comme une belle mécanique, ça Kubrick il savait pas faire. Lui, ce qu'il aimait, c'était au contraire casser les choses, c'est-à-dire qu'il voulait casser la forme. Et dans Barry Lyndon, tout d'un coup, on le voit s'attaquer à un genre qui d'habitude est un genre extrêmement classique dans le cinéma américain, le film historique, l'adaptation littéraire. Vous voyez, il y a eu quand même des films qui avaient eu des Oscars, et je pense que c'est ça qui avait vraiment convaincu la Warner de lui faire ce film. Hein. C'est que vous avez peut-être vu le film de Tony Richardson qui s'appelle Tom Jones, avec Albert Finney, qui est un peu l'histoire comme ça d'une racaille du 18e, d'un voyou du 18e siècle, comme ça, qui essaye de trousser les filles et de monter dans l'échelle sociale. Donc je pense qu'ils ont dû se dire, tiens, il va nous faire un truc à la Tom Jones. Donc comme il s'était dit en voyant Shining, il va nous faire un truc à la Stephen King. Mais là, tout d'un coup, il décide de raconter ça de manière extrêmement bizarre. Vous savez que donc je vous ai dit, le scénario de Barry Lyndon qu'il a écrit, c'est avec ça qu'il a engagé les acteurs. Hein. Vous savez qu'il avait d'abord, il avait tellement peur qu'on lui pique, parce que c'était un livre qui était dans le domaine public. Hein, il avait tellement peur que quelqu'un, genre la BBC, apprennent que Kubrick qu'il allait faire une adaptation de Barry Lyndon et lui pique finalement le sujet et fasse une dramatique télé rapide comme ça. Il avait fait le scénario en changeant absolument tous les noms des personnages. Donc c'était impossible de savoir ce qu'il adaptait, puisque il y avait, par exemple, Raymond Barry s'appelait Roderick James. Vous voyez, Lady Lyndon s'appelait Lady Cosgrove. Donc quand vous lisez le scénario, c'est déjà extrêmement bizarre, parce que déjà les personnages n'ont pas les mêmes noms. Et vous avez aussi ce personnage qui raconte son histoire en disant « je ». Et qui, vous savez que le livre de Zachary et de William Zachary, donc qui est l'auteur qui a écrit Barry Lyndon, c'est un livre assez peu connu de Zachary, en tout cas à l'époque. Vous savez que Zachary, au départ, Kubrick voulait adapter ce livre qui s'appelle La Foire aux Vanités, Vanity Fair, hein, qui est son livre le plus connu. Et Becky Sharp, qui est un des personnages de La Foire aux Vanités, c'est une sorte de Barry Lyndon au féminin déjà. Hein, c'est une sorte déjà d'esquisse de ce personnage. Mais le livre a quelque chose de spécial, Barry Lyndon, c'est que les Mémoires de Barry Lyndon, ça s'appelle, c'est une sorte de parodie. Hein, c'est un livre écrit en 1844. C'est une sorte de parodie de tous ces romans un petit peu picaresques du 18e. Hein. Donc il s'amuse un petit peu avec ça. Et c'est ce côté, le personnage qui raconte son histoire à la première personne, c'est surtout quelque chose que l'auteur utilise en contrepoint. C'est-à-dire, il dit « j'étais issu des plus prestigieux rois d'Irlande ». Enfin, le type raconte n'importe quoi. Et c'est pour provoquer une sorte de comique. Et il s'est rendu compte qu'en faisant ça avec le film, ça allait tout d'un coup transformer le film en quelque chose de beaucoup plus moins sérieux que ce qu'il imaginait, et que ça ne fonctionnerait pas avec ce qu'il voulait faire. Parce que ce qu'il touchait là-dedans, c'était aussi le côté extrêmement tragique. Et en changeant le narrateur, il a fait un film sur le destin, la providence. C'est-à-dire, c'est le personnage de Barry, finalement, dépossédé de cette voix off, devient quelqu'un qui, comme l'Alex de Orange Mécanique, croit avoir le libre arbitre, c'est-à-dire il croit être responsable de ses actes, il croit avoir l'initiative, alors qu'en fait on a l'impression que tout est déjà joué d'avance. Vous voyez qu'il y a une sorte, le personnage qui parle, est-ce que c'est Thackeray? Est-ce que c'est quelqu'un qui raconte la légende de Barry Lyndon au coin du feu à des gens, vous voyez, des années après? On ne saura jamais qui c'est, mais ça agit un peu comme la providence, c'est-à-dire comme si c'était le destin. Et vous avez tout d'un coup ce changement de voix off à finalement privilégier le spatio-temporel à la psychologie du personnage. C'est-à-dire le personnage de Barry s'est retrouvé finalement remis à une place qui est d'habitude pas la place du protagoniste. C'est-à-dire, si vous voyez après la technique que Kubrick a utilisée pour filmer Barry Lyndon, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a énormément de zoom arrière. C'est-à-dire qu'on part souvent d'un gros plan et il y a un zoom arrière qui dévoile finalement un paysage ou un décor où le personnage après semble tout petit dans le cadre. Et c'est notamment vrai dans toutes les scènes en Irlande au début. Vous avez une scène où Barry, après avoir été conduit par sa cousine Nora, coupe du bois. Et vous voyez, on élargit et on voit qu'à la fin, il est tout petit comme ça. Et il y a tout le paysage qui a l'air de l'écraser, quoi. Et ça,
C'est le contraire de ce qu'on fait quand on fait un épique, une épopée à Hollywood. Vous avez tendance à vouloir à magnifier le héros, c'est-à-dire à le rendre bigger than life, qui maîtrise son cadre de vie, qui le domine. Là, vous avez un personnage qui tout d'un coup est ramené à un côté presque à l'état d'une fourmi, vous voyez, qui se perd finalement dans l'immensité du monde. C'est-à-dire, c'est comme s'il était dans le cosmos de 2001. Vous voyez, il est ramené à une place presque cosmique dans un univers qui a l'air de tellement le dépasser. Alors au début, ça peut paraître, on se dit, tiens, ce zoom arrière, c'est simplement pour dévoiler le monde que Redmond Barry va découvrir, parce que c'est pour montrer que c'est un monde énorme. Et après, comme il utilise quand même toujours cette technique tout le temps, parce que Kubrick, c'est ça, c'est souvent, Hitchcock utilisait des tas d'artifices différents pour filmer. Kubrick, c'est souvent la même figure obsédante tout le temps. C'est-à-dire, c'est les travelling avant-arrière dans Shining, et là, c'est les zooms avant et les zooms arrière dans Barry Lyndon, les zooms arrière dans Barry Lyndon. Et quand on arrive dans la deuxième partie, quand il est marié, qui vit dans ce château chez sa femme, la comtesse de Lyndon, vous avez les zooms arrière qui tout d'un coup prennent une différente signification. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça l'isole et que ça renforce sa solitude. C'est-à-dire Kubrick croyait, par rapport à Barry Lyndon, il croyait à cette maxime qui disait si vous voulez détruire quelqu'un, donnez-lui ce qu'il veut. C'est-à-dire donc une fois que Barry est arrivé à son objectif, on a l'impression finalement qu'il va connaître un déclin irrémédiable parce que finalement il a toutes les qualités, c'est même dit dans le film de cette manière, toutes les qualités qui font qu'il a réussi à arriver là où il est, ça va se transformer en défauts qui vont lui faire perdre tout ce qu'il a. C'est-à-dire qu'on voit, c'est à nouveau la figure de l'ascension et de la chute qui était déjà dans Orange Mécanique et qu'il avait aussi quelque part dans Napoléon. Mais quand je vous parlais de Napoléon, c'est assez amusant de voir quand même, là, c'est vraiment quelque chose c'est presque sur le registre de la plaisanterie, mais quand même, je me demande jusqu'à quel point c'est pas vrai. Vous avez quand même, Barry, c'est un insulaire, il vient d'Irlande, Napoléon venait de Corse, il va sur le continent, il s'engage dans l'armée, alors il ne devient pas général, c'est juste un... Mais après, il fait un mariage avec une femme du monde. Il y a eu Joséphine, il y a la Lady Lyndon. Il a un fils qui meurt, Brian, et le roi de Rome. Et vous avez l'exil après. Et vous avez la figure de la mère. La mère de Napoléon était extrêmement importante dans le scénario de Kubrick aussi, Laetitia. Et là, on voit que dans Barry Lyndon, il commence avec la mère et il finit avec la mère, puisqu'il repart avec sa mère après en Irlande. Donc, son nom, il y a aussi un truc, quand je vous parlais aussi du côté judaïque et juif, un peu de l'histoire de Barry Lyndon, parce qu'on peut voir vraiment l'histoire de Barry Lyndon aussi sous l'angle du juif errant. Vous avez, franchement, il y avait quand même aussi un côté sur les Irlandais qui était extrêmement détesté par les Anglais. Donc, je ne dis pas que l'Irlandais était un peu le juif de l'époque, mais il y avait quand même une comparaison qui a été faite par plusieurs auteurs, qui n'est pas inintéressante. Mais vous avez quand même aussi, comme ça, ce personnage qui va changer de nom. Et il s'appelle Redmond Barry, et son nom, Barry, va devenir son prénom. Et vous avez Napoléon, vous avez Napoléon Bonaparte, quelque part, son prénom est devenu son nom. Vous voyez, il y a une espèce de métamorphose, un peu comme ça, qui épouse un petit peu, toute proportion gardée, mais je me demande la survivance de Napoléon est évidente dans Barry Lyndon, même si... Mais moi, ce qui me touche dans ce film, c'est que moi, je ne suis pas sûr... Alors, je ne sais pas, on ne peut pas savoir juger un film qu'on n'a jamais vu, mais je ne suis pas sûr que voir la vie de Napoléon, même filmée par Kubrick, ça m'aurait fasciné. Moi, ce qui me bouleverse, là, c'est on décrit la vie d'un homme qui n'est rien, c'est-à-dire qui ne laissera rien après lui, mais on la raconte comme si c'était, vous voyez, quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire comme si c'était une épopée d'un personnage légendaire, alors qui finalement, c'est un personnage, mais qui est tragique. C'est-à-dire que moi, je trouve que le livre de Thackeray était extrêmement différent, c'est-à-dire que Barry était vraiment décrit comme quelqu'un de violent, qui tabassait sa femme, vous savez qu'il est inspiré d'un personnage qui a vraiment existé, mais qui était une vraie crapule. Et je pense que Kubrick, progressivement, est tombé amoureux de son personnage et l'a un petit peu humanisé. Et c'est impossible de ne pas avoir d'empathie pour lui, à la fin, notamment quand son fils meurt. Donc il l'a vraiment humanisé. Donc je voudrais vous passer un extrait de Barry Lyndon, avec vraiment une voix off que moi je trouve extrêmement importante, et qui va et on parlera d'un processus de narratif là qu'on voit dans cet extrait. Je vais revenir, on en parle après.
5 years in the army and some considerable experience of the world had by now dispelled any of those romantic notions regarding love with which Barry commenced life. And he began to have it in mind, as so many gentlemen had done before him, to marry a woman of fortune and condition. And as such things so often happen, these thoughts closely coincided with his setting first sight upon a lady who will henceforth play a considerable part in the drama of his life. The Countess of Linden, Viscountess Bullingdon of England, Baroness Castle Linden of the Kingdom of Ireland. A woman of vast wealth and great beauty. She was the wife of the Right Honourable Sir Charles Reginald Linden, Knight of the Bath, and Minister to George III at several of the smaller courts of Europe. A cripple wheeled about in a chair, worn out by gout and a myriad of diseases. Her ladyship's chaplain, Mr. Runt, acted in the capacity of tutor to her son, the little Viscount Bullingdon, a melancholy little boy, much attached to his mother. Faites le jeu. Faites le jeu. Rien va plus. Gagne. Faites le jeu. Voilà, donc normalement la scène continue. Hein. Bon, ceux qui ont vu le film savent qu'après Barry se lève et va séduire. C'est la séduction de Lady Linden, hein. En fait, c'est la première fois que les personnages se rencontrent. Et il l'embrasse automatiquement. Donc c'est une scène, en fait, pourquoi je vous montre cet extrait? Bon, pour moi, d'abord, c'est la plus belle scène du film. C'est une scène qui, sur le plan de l'élaboration, a été très laborieuse. Parce que vous savez qu'au départ, c'est une scène qui était écrite dans le scénario comme dans le livre, extrêmement bavarde. C'est-à-dire que Barry n'arrêtait pas de parler pour la séduire, à lui raconter des choses comme ça, il revenait plusieurs fois. Et tout d'un coup, on voit comment il a finalement réussi à, avec juste l'aide de la musique et une voix off, il n'y a aucun dialogue. Et c'est une scène qui se rapproche, je pense, de ce que Kubrick recherchait, c'est-à-dire, il voulait un petit peu la pureté du cinéma muet. C'est-à-dire que vous avez dans cette scène-là, quasiment, juste tout passe par des regards. C'est une scène de séduction qui tient presque de l'hypnose, hein, encore une fois. On avait évoqué l'hypnose au Full Metal Jacket quand la femme parlait à Joker, comme ça. Mais c'est aussi que je pense, quand je vous disais qu'il avait lu Rien qu'un rêve de Schnitzler à cette époque et qu'il y pensait déjà,
Je sais que quand vous avez vu Eyes Wide Shut, vous vous souvenez que le personnage de Nicole Kidman raconte avoir vu un homme dans un lobby d'hôtel à son mari. Elle raconte à son mari avoir vu un homme, un officier de marine, et qu'elle a été subjuguée. Et que cet homme aurait pu lui dire « suis-moi », elle aurait été prête à abandonner tout, sa vie, son enfant. C'est ce qui se passe ici. C'est-à-dire que je pense qu'une des survivances de Schnitzler, il y a quelque chose de Schnitzler qui est passé dans Barry Lyndon, dans cette scène de séduction. Et on voit déjà, et même si c'est très différent après dans Eyes Wide Shut, parce qu'on ne voit pas la scène de séduction, elle est uniquement racontée par Nicole Kidman, on a l'impression que la séduction, c'est une forme d'hypnose chez Kubrick. Il y a une sorte de sort qui est jeté comme ça. Et là, vous avez donc déjà cette scène qui est magnifique, où on entend déjà le croupier dire « rien ne va plus ». On sent que c'est le moment charnière dans la vie de Barry, c'est-à-dire c'est là où tout se joue, et ça se passe à une table de jeu, et ça fait référence à aussi d'autres scènes où on a vu le personnage jouer avec une femme, notamment sa cousine Nora, mais on voit comment c'est la progression du jeune homme innocent qui jouait aux cartes avec Nora dans les premières scènes. Là, tout d'un coup, vous avez cette espèce de personnage blafard qui est maquillé, qui est presque un mannequin de cire, un automate comme ça, et vous avez après, quand il va aller séduire Lady Lyndon, il a une démarche qui est presque mécanique, comme un squale, comme ça. C'est-à-dire que vous avez le jeune homme qui est devenu une sorte de monstre froid. Et c'est ce que le narrateur dit, c'est que le temps, en fait, a un peu déshumanisé Barry. C'est-à-dire, en tout cas, pas déshumanisé, mais ça l'a vidé de son romantisme, c'est-à-dire et des idées qu'il avait sur l'amour. C'est-à-dire, c'est devenu quelqu'un de calculateur. Vous savez que la très belle affiche qui avait été faite par le tandem d'affichistes français Jouineau et Bourduge renforçait ça, puisqu'on voyait des bottes noires qui écrasaient une rose, qui en fait représentait le romantisme. On voyait comment c'était quelqu'un qui avait tourné le dos au romantisme, comment la vie le temps avait agi comme un processus de déshumanisation. Et ça, c'est le thème principal des films de Kubrick, c'est-à-dire c'est la déshumanisation, comment quelqu'un est vidé de son humanité. C'est-à-dire quand vous voyez quelque part aussi, que ce soit 2001, vous avez toujours la même figure, c'est-à-dire le thème principal des films de Kubrick. Bon, on pourrait en citer beaucoup, mais pour moi, c'est toujours l'histoire d'un individu qui est vidé de son humanité par une entité supérieure. C'est-à-dire, vous pouvez voir ça dans tous les films, vous pouvez voir ça dans 2001, vous pouvez voir ça dans Orange Mécanique, bien sûr, puisque là, c'est quasiment au sens littéral. Barry Lyndon, c'est carrément le temps et le destin, enfin la providence, qui, à force d'avoir asséné des épreuves à Barry, finalement, le transforme en quelqu'un qui n'a plus beaucoup de sentiments, sauf pour son fils, mais son fils, finalement, c'est presque un avatar de lui-même. En fait, c'était comme si l'amour qu'il a pour lui-même, quelque part. Et sa mère. Et Shining, vous avez aussi un hôtel qui est une sorte d'entité supérieure qui va vider un homme de son humanité pour l'amener à tuer sa famille. Full Metal Jacket, c'est aussi à un autre niveau, c'est carrément transformer des jeunes GI en machines à tuer. Et Eyes Wide Shut, vous avez comment une confession, une femme qui vous raconte un fantasme qu'elle n'a pas vécu, peut déshumaniser quelqu'un et le rendre complètement dans un état de somnambule, vous voyez, qui est le personnage de Cruise qui après fait déambule dans les rues de New York. Dans Barry Lyndon, donc, vous voyez quand même comment ce vraiment moment charnière, et vous avez ce moment extraordinaire quand le travelling latéral dévoile des gens qui tournent autour d'un bassin en marchant, un petit peu comme les astronefs de 2001, une espèce de rotation, de mouvement comme ça. Et vous avez la voix off qui dit, et alors là c'est le côté un peu ésotérique déjà qui arrive, de la dimension ésotérique et un peu fantastique de Kubrick, vous avez le synchronisme, la synchronicité. C'est-à-dire vous avez au moment où il pense qu'il doit épouser une femme riche, il la voit. Et le commentaire accentue ça, c'est-à-dire à ce moment précis, il voit la femme qui allait jouer un rôle dramatique, un rôle dans le drame de sa vie. C'est-à-dire qu'on vous dit déjà que ça va mal tourner, quelque part. Ça, c'est un processus de Barry Lyndon qui est très efficace, c'est-à-dire annoncer à l'avance tout ce qui va se produire et qui est quelque chose qui anéantit normalement la progression dramatique, de dévoiler un petit peu ce qui va se passer. Mais là, ça renforce ce côté comme ça de pauvre personnage qui est le jouet du destin, c'est-à-dire que tout est déjà joué. Et vous avez comme ça aussi un procédé qui vient aussi de Schnitzler, mais qu'il a utilisé dans Barry Lyndon, c'est-à-dire que quand Barry voit Lady Lyndon avec son mari qui est dans un fauteuil, dans une sorte de chaise roulante, qui est invalide, et le jeune fils, vous avez presque déjà la fatalité qui le fait comme... Vous savez, comme dans La Chambre de 2001, quand le personnage se voit vieillir, c'est-à-dire là, vous avez Barry qui voit un homme qui est privé de l'usage de ses jambes. C'est-à-dire, c'est ce qui va lui arriver après.
Et vous voyez Lady Lyndon qui est mariée avec cet homme, mais qui a probablement épousé cet homme aussi parce qu'il est quelqu'un de noble et pour son argent, qui est un peu ce qu'il est lui, vous voyez. Donc comment le personnage voit son double presque, vous voyez, de l'autre côté. Et ça, c'est extrêmement... c'est quelque chose qui vient de Kubrick, c'est pas dans le roman. Vous avez un procédé comme ça qui va réutiliser aussi dans le film plusieurs fois, c'est-à-dire le personnage voit ce qu'il va devenir, c'est-à-dire voit un avatar de ce qu'il va devenir. C'est-à-dire qu'il y a cette scène aussi quand il est au début, vous savez, quand il est en Irlande et que sa cousine dont il est amoureux va épouser un officier anglais. Vous avez l'officier anglais qui annonce ses fiançailles, ils s'embrassent et on voit Barry qui les regarde comme ça très interloqué et jaloux. Et vous avez après cet épisode étrange qui aurait pu être coupé, hein, mais on voit qu'il rencontre une jeune femme allemande quand il est habillé en officier anglais, donc un déserteur. Et là, on voit qu'il tient un rôle, c'est-à-dire qu'il joue auprès de Lieschen, la jeune Allemande, le rôle de Queen, le capitaine anglais. C'est-à-dire on a l'impression qu'il vit un petit peu le fantasme qu'il avait de jalousie, c'est-à-dire que c'est lui qui a pris la place de Queen, vous voyez, quelque part. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment des mécanismes qui viennent de la nouvelle de Schnitzler. Comme vous savez, dans Tom Cruise dans Eyes Wide Shut, sa femme lui raconte avoir été subjuguée par un homme qu'elle aurait aimé embrasser tout de suite. Et il va chez une femme qui se jette sur lui et il est devenu lui-même cet homme-là. Vous voyez, ce côté un petit peu, ça c'est un procédé narratif que Kubrick a utilisé. Et Barry Lyndon, on pourrait vraiment dire beaucoup de choses. Hein. Déjà, la voix off, je vous en ai parlé, de voir à quel point la voix off est importante dans ce film, puisque énormément d'événements sont racontés par la voix off. Il y a très peu de dialogue dans le film. Vous savez que Lady Lyndon a 12 répliques. Hein, Marissa Berenson, elle a 12 répliques dans le film, c'est tout, alors que pourtant c'est un personnage dont on se souvient, hein, comme quoi il n'y a pas besoin de dialogue pour faire exister un personnage. Et vous avez quand même, quand je vous parlais d'un film sur le destin et sur la providence, vous savez, le premier plan de Barry Lyndon, vous voyez, ça c'est la première scène, c'est la mort du père de Barry, hein, en duel. Vous savez que c'est un plan qui a été tourné par Tony Scott, le frère de Ridley Scott, qui était assistant sur Barry Lyndon. C'est lui qui a filmé, d'après des indications très précises de Kubrick, hein, c'est lui qui a filmé ce plan. Peu de gens le savent, hein, mais je vous le dis, c'est toujours amusant. Vous avez quand même quelque chose qui est extrêmement marquant dans l'importance des premiers plans chez Kubrick. Hein. C'est-à-dire que souvent, tout est codé déjà. Et ça, c'est pas quelque chose qui est dans le scénario. Ça, c'est un plan qui n'était pas exactement comme ça dans le scénario. Vous avez le narrateur qui raconte que le personnage du père de Barry aurait été promis à une grande carrière dans le métier d'avocat s'il n'avait pas été tué en duel, et que le duel, en fait, avait été provoqué par une querelle suite à un achat de chevaux. Ça, c'est pas chez Thackeray, vous voyez, les achats de chevaux. Mais qu'est-ce que ça nous dit ? Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il a inventé cette histoire d'achat de chevaux ? C'est déjà pour montrer que le cheval va être un instrument du destin de Barry. C'est-à-dire là, rien ne serait arrivé si le père n'avait pas acheté ce cheval. Si Barry n'avait pas acheté le cheval à son fils ne serait pas mort. Et quand il déserte, il vole le cheval d'un officier anglais. Donc il met un cheval dans le parcours de Barry à des moments clés, comme un peu pour montrer qu'une bête de somme peut décider d'une vie. Et ça relativise quand même beaucoup le parcours du personnage, c'est-à-dire on montre la futilité, hein, du destin, c'est-à-dire à quoi tient une vie, c'est-à-dire à un cheval. Et ça, c'est un travail que Kubrick faisait souvent, c'est-à-dire quand on examine les premiers plans des films de Kubrick, les premières scènes, vous avez souvent une allégorie du film à venir. C'est-à-dire que 2001, vous savez cette ouverture où on voit les 3 planètes, machin. On a l'impression que c'est le Big Bang presque, hein, que c'est presque la création. Donc ça annonce un peu le côté, la dimension religieuse un peu du film. Vous avez Full Metal Jacket, quand on coupe les cheveux de toutes les recrues, vous avez déjà un peu l'allégorie du lavage de cerveau, hein, puisque couper les cheveux, ça veut dire rendre les gens tous pareils, c'est les déposséder de leur personnalité, les vider de leur humanité quelque part. Shining, vous avez cette espèce de paysage d'hélicoptère comme ça, qui est presque vu un peu presque par un démon volant qui fond sur la voiture de Jack Nicholson. Hein, Donc vous avez l'importance des... Il croyait à ça. Je ne dis pas qu'il était structuraliste, hein, je ne sais pas s'il avait lu Roland Barthes ou des gens comme ça, mais il croyait à ça. C'est-à-dire il était guidé par un souci de coder les images et surtout de construire des scènes symétriques. Parce que vous savez quand même, pour finir sur Barry Lyndon, vous avez quand même
il a inventé des scènes symétriques qui se répondent, et c'est en ça que Orange Mécanique lui avait déjà servi, hein, parce qu'il y avait déjà cette structure. Mais par exemple, vous savez que le dernier duel entre Barry et Bullingdon, qui montre Barry finalement se faire blesser, hein, et c'est ce qui va provoquer son exil, n'existe pas dans le roman. Pourtant, il avait une logique. Et il y a plusieurs duels. Hein, il y a des parties de cartes avec des femmes, et il y a des duels avec des hommes, que ce soit à l'armée avec les poings. Mais il a donc il a inventé ce dernier duel pendant le tournage du film, hein, qui pourtant a une logique imparable, hein, dans l'histoire. Mais c'était donc pour créer des symétries et pour montrer aussi, accentuer le parallèle entre Barry et Bullingdon, c'est-à-dire que Bullingdon se retrouve presque à la place de Barry au début, c'est-à-dire quand finalement, après que Barry ait un geste finalement noble, hein, puisque finalement Barry a un geste noble quand il refuse de faire feu sur Bullingdon, parce qu'on sent qu'après la mort de son fils, il est dans le trop-plein, finalement, il décide de lui tirer dessus, et quelque part, ça provoque sa chute, mais c'est la même chose qu'au début quand Barry refusait de s'excuser. Pour rester sur ce film-là, hein, qui pour moi est le plus beau film de Kubrick, vous avez quand même, je veux dire, il y a quelque chose après la scène du duel, il y a quelque chose de très intéressant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène quand on voit finalement une fois que Barry sort quand on lui a coupé la jambe, vous savez, et qui sort avec ses béquilles pour rejoindre cette calèche qui l'attend avec sa mère. On nous dit en gros qu'il va retourner sur le continent, et là il y a un procédé du livre que Kubrick réutilise dans le commentaire off, c'est-à-dire qu'on dit on a perdu sa trace, on n'est pas en mesure de raconter ce qui lui est arrivé après. Et là pour la première fois il y a un artifice, c'est-à-dire l'image se gèle, c'est-à-dire vous avez Barry qui monte dans la calèche, et là il y a un arrêt sur image, c'est-à-dire c'est quelque chose d'extrêmement frappant qui n'est pas utilisé dans le reste du film. Et là, il y a la voix du narrateur qui dit « Il ne revit plus jamais Lady Lyndon ». Et on a l'impression que le temps, finalement, se fige pour Barry, c'est-à-dire qu'il sort de l'histoire, parce qu'on n'est pas en mesure de savoir ce qui lui est arrivé après, donc il n'a pas une vraie sortie, quelque part. Mais vous avez après, finalement, la fin du film s'attache à Lady Lyndon, c'est-à-dire qu'on la voit dans son château, entre son fils, qui est devenu presque le maître de maison, hein, son précepteur religieux, le révérend Runt, en train de faire la même chose que ce qu'elle faisait avec Barry, c'est-à-dire signer des chèques. On la voit et signer notamment la pension, hein, qui est allouée à Barry, hein, jusqu'à la fin de sa vie. Et on voit qu'elle est quand même prise d'une émotion. C'est-à-dire on voit qu'en voyant le nom de son mari, qui pourtant l'a traité quand même assez mal, on voit qu'elle est prise d'une bouffée d'émotion, comme si quand même elle aimait encore cet homme. Alors il y a un côté masochiste, hein, chez Lady Lyndon, puisqu'elle aime quand même un homme qui la traite très mal. Kubrick avait reconnu que c'était souvent un phénomène qu'on reconnaissait dans les couples où souvent l'attirance reposait uniquement sur le physique, c'est-à-dire ça donnait des relations souvent sadomasochistes. Et c'est un petit peu ce qu'on voit entre Lady Lyndon et Barry. Mais là, qu'est-ce que vous avez finalement sur Lady Lyndon à la fin? C'est-à-dire dans le livre, vous avez Lord Bullingdon qui normalement remet la main sur sa mère, le côté freudien comme ça, et quelque part qui la libère. Là, non, on voit qu'elle est finalement presque aussi prisonnière, voire encore plus qu'à l'époque de Barry, et finalement réduite à la même chose, signer des chèques. Et vous avez cette date, c'est-à-dire ce zoom sur la main de Lady Lyndon qui signe, hein, avec le H pour Honoria Lyndon. Et elle signe en fait la pension, et on voit une date, 1789, 4 décembre 1789. On voit que c'est une date de révolution, hein, donc bien sûr, hein, même si c'est pas la révolution française, mais on voit que ce monde est un monde en train de finir, quoi. C'est-à-dire, et ce qui rend quand même aussi extrêmement touchant le parcours de Barry, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui finalement est à contre-courant de l'histoire, c'est-à-dire que lui veut intégrer l'aristocratie anglaise, mais au moment où l'aristocratie anglaise va peut-être être sur le déclin, vous voyez, c'est-à-dire qu'il est à contre-courant de l'histoire, contrairement à Napoléon, qui lui vraiment et ça rend le personnage, moi je trouve extrêmement touchant, c'est-à-dire qu'il est finalement, il a faux sur tous les tableaux, hein, c'est-à-dire quelque part. Donc vous avez donc cette dernière scène où, pour la première fois, il y a deux dates, hein, dans Barry Lyndon. Il y a la date du mariage qui est donnée, hein, c'est le 15 juin 1773, et la fin, c'est le 4 décembre 1789. Mais donc, cette scène qui montre 1789, c'est quelque chose que Kubrick souvent utilisait pour montrer qu'il y avait une défaite
finalement plutôt une sanction de l'autorité, c'est-à-dire que là, il y a une date des révolutions. Et si vous vous souvenez de Shining, de la dernière scène où vous voyez la photo dans laquelle Jack Nicholson, finalement, s'est presque réincarné, enfin, dans laquelle il est apparu après sa mort. Hein. On a l'impression que ça suggère qu'il était déjà là dans les années 20, puisqu'il porte un écriteau avec balle du 4 juillet 1921. Mais c'est une date aussi, le date de la Révolution américaine. Hein. Donc 4 juillet, c'est la fête nationale. Donc vous avez comme ça, à chaque fois, comment on inscrit le personnage dans l'histoire, vous voyez, comme ça, avec un détail qui montre la sanction, enfin une date de révolution. Et c'est quelque chose, je pense que... Et vous voyez tout ce qu'il arrivait à mettre dans un film comme Barry Lyndon, qui part finalement d'une histoire comme ça, d'un parvenu irlandais qui aurait pu faire un film lambda réalisé par un metteur en scène normal. Vous voyez à quel point ça devient vraiment un film, que ce soit sur le plan esthétique ou sur le plan narratif, extrêmement différent de tout ce qui se faisait dans le cinéma américain à l'époque, hein, puisque le cinéma américain des années 70, c'est au contraire, vous voyez, presque là, si on reprend les appellations de Deleuze, hein, vous vous souvenez que Deleuze avait fait l'image-temps et l'image-mouvement, c'est deux manières d'envisager le cinéma. Barry Lyndon, normalement, c'est un genre qui fait partie de l'image-mouvement, c'est-à-dire que c'est un personnage, c'est toujours des films d'action, hein, avec des gens qui... Le changement de plan est souvent provoqué par les mouvements du héros, et là, il l'a combiné avec ce que Deleuze appelait l'image-temps, c'est-à-dire tout d'un coup la contemplation, c'est-à-dire ça n'est plus le mouvement du personnage qui suscite le changement du plan, on contemple, c'est-à-dire donc il y a le mariage des deux et ça fait quelque chose d'extrêmement unique que moi je trouve dans le cinéma américain de l'époque, hein, en 1960, il était presque à mon avis en avance, je ne sais pas, mais c'est ce côté hors du temps, hein, que déjà on entendait dans la voix off de Fear and Desire. Quelque part Kubrick était comme ça, c'est-à-dire il était devenu un peu un metteur en scène hors du temps, qui faisait des films souvent, même quand ils étaient comme Shining ou comme Full Metal Jacket, qu'on pouvait dire tiens c'est un film sur la guerre du Vietnam ou c'est un film d'horreur, c'était des films qui avaient l'air de venir d'une autre dimension. Et je pense que peu de gens ont filmé cette autre dimension comme lui. Voilà. Merci.